Chers amis internautes, bonjour, bon réveil matinal, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi 26 juillet de l'an 2025. À quelques mois des élections générales de 2026, le Bénin entre dans cette période solennelle où le peuple, seul détenteur de la légitimité suprême, doit s'apprêter à juger non les hommes mais les actes, non les postures mais les résultats, non les querelles intestines, mais la vision proposée à son destin. Car pour un petit rappel, une élection présidentielle ne saurait en effet être l'arène des passions, ni le théâtre des règlements de compte personnels. Elle doit être le lieu de la confrontation des idées, le creuset des ambitions collectives, le miroir dans lequel une nation tente de lire ce qu'elle fut, ce qu'elle est et ce qu'elle aspire à devenir. Elle exige hauteur, mémoire et responsabilité. En 2016, Patrice Talon est arrivé au pouvoir par une parole de rupture, par la promesse d'un renouveau institutionnel, économique et moral. Réélu en 2021, il a sollicité du peuple un second mandat, affirmant vouloir parachever l'œuvre engagée. Aujourd'hui, à quelques mois de la fin de ce dernier mandat constitutionnel, où il s'apprête dans quelques jours à célébrer son dernier 1er août en tant que président de la République, des interrogations agitent les esprits. Les promesses ont-elles été tenues? Les fruits sont-ils à la mesure des fleurs? Ses partisans sûrs de la transformation engagée affirment que le Bénin est sur les rails de la modernité, que la dynamique enclenchée mérite d'être consolidée. Ils voient dans son œuvre un socle pour les générations futures. Ses opposants politiques, quant à eux, notamment au sein du parti politique Les Démocrates, dénoncent une gouvernance qu'ils jugent autoritaire, arbitraire, une démocratie qu'ils estiment fragilisée et des réformes qu'ils qualifient d'excluantes, pour ne dire que cela. Chers amis internautes, ce matin, deux voix s'élèvent dans nos studios, non pour s'invectiver, mais pour éclairer, non pour dominer, mais pour convaincre. Je reçois pour son numéro d'émission Wilfried Léandre Rungwedji. Il est le porte-parole du gouvernement béninois, témoin de l'intérieur de l'action présidentielle, ardent défenseur du bilan de Patrice Talon. Rappelons qu'il est également au sein de l'administration gouvernementale, le secrétaire général adjoint du gouvernement. Face à lui, le conseiller juridique du parti politique Les Démocrates, observateur vigilant, porteur de la contradiction républicaine. Renaud Agbodjo est avocat au barreau du Bénin. Il est avocat personnel de l'ancien président Thomas Bouniaï, qui est le président du parti politique Les Démocrates. Renaud Agbodjo est également l'un des conseils de Rekia Madougou. Avec eux, notamment mes invités, en 90 minutes, nous allons débattre sur les acquis de la gouvernance Talon. Chers amis internautes, avant de les retrouver pour le décryptage, je vous invite à suivre cette capsule vidéo du Centre national de sécurité routière. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, Maître Renaud Agbodjo, bonjour. Bonjour, Monsieur Kader. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être là. Wilfried Léandre, bonjour. Monsieur Achero, bonjour. Merci pour la disponibilité surtout. C'est moi. Merci d'être là pour débattre sur les acquis de la gouvernance de Patrice Talon. Renaud Agbodjo, ma première question, c'est vers vous, c'est de savoir comment se porte le Bénin aujourd'hui. Le Bénin aujourd'hui, il se porte... Patrice Talon. Oui, bien entendu, le Bénin aujourd'hui, puisque c'est lui qui a le gouvernail de notre cher pays. Mais vous constatez malheureusement que le Bénin aujourd'hui, aussi bien au plan économique, politique et en ce qui concerne le plan social, le Bénin se porte assez mal. Il se porte assez mal et je pense que je vous remercie d'ailleurs pour l'occasion que vous nous donnez de nous retrouver sur votre plateau, parce que sur d'autres plateaux, ce n'est pas souvent évident, notamment sur le média public. Alors, je voudrais donc vous dire qu'aujourd'hui, le Bénin se porte mal. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un constat général. Au plan économique, déjà, nous notons qu'il y a des choses qui se font, certes. Vous avez... Comme quoi, par exemple, qui se fait? Permettez-moi de finir.
il y a des choses qui se font, qui sont visibles. Quand vous allez sur le boulevard de la Marina, quand vous allez à l'aéroport, quand vous voyez les marchés qui sont en construction, il y a des choses qui se font. Il faut être myope pour ne pas avoir l'humilité de le dire. Mais derrière ce qui est visible, je pense qu'il faut considérer que ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Qu'est-ce que cela cache? Cela cache en réalité une dette colossale. Avant 2015, avant 2016, je voudrais dire, le Bénin, sur les 50 dernières années avant 2015, était à une dette publique de 2100 milliards. C'est notamment 41% du PIB. Aujourd'hui, nous sommes à près de 8000 milliards de dettes publiques, seulement en 9 ans. Vous voyez un écart de 6000 milliards. Quand on sort de Cotonou, est-ce qu'on peut considérer que les autres villes de l'intérieur ont pu bénéficier également de cette dette colossale? Surtout que aujourd'hui, nous ne connaissons pas la part du service de la dette en ce qui concerne les recettes annuelles. Ça, c'est première observation. Seconde observation, nous avons noté aussi que dans un pays de la sous-région, on a constaté que, quand je prends un exemple, sur une recette annuelle de 100 francs, c'est un exemple, hein, 70 francs est exclusivement utilisé pour le service de la dette, ce qui est à la limite de ce qui est prévu par l'UEMOA. Donc aujourd'hui, alors même que la dette qui grossit chaque année, nous ne voyons pas en réalité la création de ressources simultanément pour pouvoir accompagner le remboursement de cette dette. Donc la conséquence est quoi? C'est que s'il n'y a pas de ressources créées par la dette elle-même qui est empruntée sur les marchés financiers à l'international, ceux qui vont payer, c'est qui? C'est les générations à venir. 2, 3, 4, 5 générations à venir. Donc au moins sur 50 et 60 ans, la dette colossale aujourd'hui que le Bénin est en train d'engranger, en réalité, sera payée par nos enfants, votre enfant, l'enfant de mon contradicteur, moi également, mon enfant. Ce qui nous amène aujourd'hui à considérer que, en réalité, le sentiment qui se dégage pour nous aujourd'hui, c'est que s'il n'y a pas de ressources créées pour rembourser la dette qui est contractée, ça veut dire que quasiment c'est la dette qui permet de rembourser la dette. La dette. Je vous reviens tout à l'heure par rapport à votre constat que vous avez commencé à effectuer. Vous avez dit que le Bénin se porte assez mal. Vous avez parlé de la dette qui est colossale et que les réalisations que vous reconnaissez ne sont pas visibles dans les autres villes du pays. Vous avez parlé également de l'absence de création de ressources pour rembourser la dette. Wilfried Ndoumbédi, vous avez écouté votre vis-à-vis. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Est-ce que véritablement, selon vous, le Bénin se porte assez mal? Je vous remercie, M. Achirou. Je crois que toutes les sérieuses gens vous diraient avec beaucoup d'honnêteté et d'à-propos, je pourrais même dire avec beaucoup d'emphase, que le Bénin de 2025 se porte largement mieux que le Bénin de 2015-2016, au moment où le président Talon arrivait au pouvoir. Et les constats, ils sont là, visibles dans toutes nos communes, aucune n'ayant été exclue du bénéfice de l'action du président Talon au service de l'État. Ensuite, sur la prétendue dette qui serait colossale, que vos enfants et les nôtres rembourseront, je voudrais vous dire que les dettes que nous remboursons aujourd'hui, ce sont celles que justement, ceux qui sont passés avant ont contracté pour notre pays, sans que nous ayons l'amélioration des conditions de vie là. Ce sont les dettes qui ont été contractées avant et qui faisaient qu'il n'y avait pas d'eau potable à Tchaourou, qu'il n'y avait pas d'eau potable à Banikwara. On vient de les faire là, ce régime. Les dettes avaient été contractées avant. Vous n'aviez pas un réseau routier aussi soutenu, aussi développé que ce qu'on a maintenant. Parce qu'il faut bien le savoir, de 1960 à 2016, au Bénin, nous avions 2000 et poussières kilomètres de routes bitumées, la plupart en mauvais état, sinon dégradées. Oui. De 2016 à 2023, nous avions déjà fait plus de 3000 kilomètres de routes totalement réalisées, en cours ou engagées, prêtes à commencer comme chantier. De 2016 à 2023. Donc, plus de 3000 kilomètres, beaucoup plus que ce qui a été fait 56 ans avant. Malgré toutes les dettes, l'eau potable au Bénin, d'après les chiffres de 2015, début 2016, c'était 42 Béninois sur 100 qui avaient accès à l'eau potable. Mais encore, ce n'était que les chiffres. Parce que dans beaucoup de nos localités, les systèmes d'adduction d'eau potable étaient en panne.
dans beaucoup de nos localités. De 2016 à maintenant, nous sommes à 80% d'accès à l'eau potable. 80% d'accès à l'eau potable. Dans toutes nos localités, aucune commune n'a été épargnée par le programme de mise à disposition de l'eau potable pour nos populations, s'il vous plaît. Oui. Parce que quand on ne voit pas ces choses-là, parce qu'on est dans les bureaux climatisés à Cotonou et qu'on se contente de ce que certains peuvent dire sur les réseaux sociaux sans aller au contact du terrain, les Béninois vous diront qu'ils voient bien l'impact de l'action de l'État sur eux. Les dettes d'avant 2016, qui n'ont pas permis de donner de l'électricité à nos populations, font aujourd'hui que nous avons, malgré la situation qui reste à améliorer, nous avons davantage de disponibilité d'électricité. En 2016, au Bénin, il y avait 7000 lampadaires publics qui fonctionnaient. Globalement, 17 000 lampades, 7 000 qui fonctionnaient. Aujourd'hui, vous avez au moins 130 000 lampadaires publics dans le Bénin. Dans toutes les communes, ça se voit ça. Si on doit continuer, sur cette lancée, rien que sur cette question-là, on va épuiser les 90 minutes. On n'en finirait pas. Et donc, moi, je fais ces lignes de marquage pour que ceux qui entendent Maître Agbojo ne croient pas qu'ils sont dans un pays autre que celui dans lequel ils sont réellement ou celui dont le monde entier parle aujourd'hui en raison des avancées notables qui y sont observées. Qui sont observées. Mais Wilfried Ndongo, avant de revenir à Maître Renaud Agbojo, il y a quand même une interrogation qui subsiste lorsque vous rencontrez le citoyen lambda, c'est que le Bénin, on se sent mal. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat est considérablement faible comparativement aux années précédentes. Qu'est-ce qui justifie cela selon vous? Est-ce votre lutte contre la corruption et l'impunité ou véritablement le fait que, comme beaucoup de gens le disent, l'argent ne circule pas? Bien, si l'argent ne circule pas, le président Talon lui-même vous l'a dit, si l'argent ne circule pas, l'argent il travaille. Parce que... Il travaille, mais on doit rester en vie pour jouir de ses fruits. Heureusement que nous sommes encore là. Nous. Et vous et moi et les autres qui vous disent ça, heureusement que nous sommes encore là. Et nous voulons tous que ça s'améliore davantage pour chacun, que dans les poches, ça se ressente. Mais à quoi sert la vie si vous vivotez parce que vous n'avez pas d'eau potable, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'école qui fonctionne pour vos enfants, vous n'avez pas d'hôpital public qui marche parce que tout le monde n'est pas censé aller dans les cliniques privées, vous n'avez rien de tout ça. Vous n'avez pas de bonne route pour circuler, mais que en fin de semaine, les politiciens aillent vous voir et vous donnent 1000 francs ou 2000 francs et vous font croire qu'ils vous aiment et que c'est ça le social. À quoi cela servait-il? À quoi cela servait-il? Je crois que Renaud Agbojo a la réponse à votre question. Je vous remercie, M. Achiro. En réalité, quand j'ai écouté monsieur le porte-parole du gouvernement, je n'ai fait que sourire. Parce qu'en réalité, il y a un déplacement du curseur, il y a un déplacement du débat. Nous disons ici, en réalité, le développement d'un pays, c'est ce qu'on appelle en réalité l'indice du développement humain. Pour apprécier plutôt la qualité de vie des populations, ce n'est pas le nombre de kilomètres construits qui fait la qualité de vie des populations. La qualité de vie des populations, c'est l'indice du développement humain qui est basé sur le triptyque santé, éducation, sécurité alimentaire. Alors, j'ai aimé que le porte-parole du gouvernement ait fait référence à ce qui se pratiquait avant. Je vais adopter le même processus. Alors, savez-vous qu'en 2015, en ce qui concerne l'éducation, nous avions un taux de scolarisation, je n'ai pas dit non, un taux, je vais dire, oui, un taux de scolarisation au primaire de 96%. Aujourd'hui, en 2024, le taux de scolarisation au primaire a baissé et a chuté à 94%. Savez-vous que le taux, je vais dire, d'achèvement à l'école primaire en 2015 était de 83%. En 2024, il est passé à 73%. En ce qui concerne l'éducation primaire. En ce qui concerne l'éducation secondaire, le taux d'achèvement de l'éducation secondaire est passé de 45% à 36%. Ça, c'est ce qui concerne l'éducation primaire et secondaire. J'aborde la question de la sécurité alimentaire, mais là, c'est le gouffre. Comment? 26% des ménages au Bénin sont en situation d'insécurité alimentaire, dont 1,9% sont en situation de sécurité alimentaire sévère. Ce que je dis, ce n'est pas de l'invention, c'est le dernier rapport de l'Union africaine sur l'agriculture et l'alimentation qui le dit en matière de sécurité alimentaire. Quand j'aborde finalement celui de la santé, l'espérance de vie au Bénin, en 2015, sinon entre 2006 et 2015, l'espérance de vie en 2006 était de 59,9
59,5 ans. 59,5 ans. En 2015, l'espérance de vie est passée à 63 ans. Aujourd'hui, après 9 ans du régime de la rupture, l'espérance de vie est restée à 63 ans. C'est-à-dire quoi? Bon, je peux même reconnaître, je peux même leur accorder qu'il est passé à 63,8 ans, donc moins de 1%. Ce n'est pas de l'invention. Toutes les statistiques... C'est pas satisfaisant selon vous? Ça ne peut pas être satisfaisant puisque la marche mondiale de l'espérance de vie, c'est un taux de l'ordre de 4%. Le Bénin n'a pas posé les mesures idoines pour pouvoir améliorer l'espérance de vie. Donc, en définitive... Avant d'aller loin, si vous permettez de vous couper, selon vous, quelles devraient être ces mesures-là dont vous parlez, que vous reprochez au gouvernement? Non, je vais en venir. Aujourd'hui, quand on prend le classement du Bénin en termes d'indice de développement humain, le Bénin, en 2016, était à la 159e position. En 2021, le Bénin a dégringolé et est passé à la 166e position. En 2024, le Bénin est aujourd'hui à la 173e position. Alors, monsieur le porte-parole du gouvernement a beau jeu de dire, oui, que le Bénin, aujourd'hui, sous le régime de la rupture, a construit 3000 km de routes. Mais savez-vous que l'UNICEF a déclaré que le régime actuel est celui qui met le moins à disposition de ressources au secteur de la santé? Savez-vous qu'en 2015, 7,5% du budget de l'État en 2015 était alloué au secteur de la santé? Et aujourd'hui, sur la base du dernier rapport d'exécution de la loi de finances, en 2024, seulement 4,5% du budget de l'État ont été alloués au secteur de la santé. Ce qui fait en réalité que les Béninois aujourd'hui, et cela s'explique, puisque quand vous constatez que, comment on appelle ça, les mesures de subvention de nos concitoyens qui souffrent de l'insuffisance rénale ont été supprimées, quand vous allez en Côte d'Ivoire, les frais de dialysés sont pris à 100% par l'État. Quand vous allez au Burkina Faso, idem. Quand vous allez au Sénégal, c'est la même chose. Alors, je ne comprends pas que l'on s'acharne sur des mesures qui, pour nous, je ne vais pas dire superficielles, mais c'est tout comme quand on badigeonne un mur avec un budget de 1 milliard, on fait des graffitis pour un coût de 1 milliard, pour de l'esthétique. Ça vous dérange? Non, mais ça dérange la population. Vous savez combien 1 milliard peut sauver en termes de subvention des dialysés? Lequel? Le porte-parole du gouvernement est là pour répondre. Il est la personne la mieux indiquée même. Bien, malheureusement, ça fait tellement d'amalgames et de considérations mises sur la table en même temps. Et puis, on va aborder quelques-unes d'entre elles. L'IDH, le taux de scolarisation. Pour faire simple, Oui. Vous prenez, pour reprendre ces chiffres, hein, vous prenez 7,5% du budget de l'État en 2015 consacré au secteur de la santé, avez-vous dit. Quel était le budget de l'État en 2015? À peine 700 milliards, pour ne pas dire 600 milliards, non exécutés entièrement. À peine. Quel est le budget du Bénin aujourd'hui? Plus de 3 000 milliards. 4% de 3 000 milliards versus 7,5% de 600 milliards, vous voyez ce que ça donne dans le concret. Donc, il ne faut pas qu'on vous affabule avec des taux. Ensuite, vous dites que sur les dialysés, je dis vraiment pour faire simple, hein, 2 ou 3 repères et pour qu'on avance dans le débat. On n'a pas arrêté la prise en charge des dialysés. Ce qui était déjà, la cohorte qui était déjà dans le pipe de l'État continue à être prise en charge par l'État béninois aujourd'hui. Nous aurions aimé prendre en charge tout le monde. Mais s'il vous plaît, lorsque le président Kérékou et le président Yahi ça a commencé sur le président Kérékou, poursuivi sur le président Yahi, ont pris en charge ces dialysés-là, nos frères et sœurs qui souffrent d'insuffisance rénale, de ce mal, et qu'ils ont pris en charge tous ceux qui étaient recensés dans le temps. Vous pouvez faire le point, hein. En 2016, avril, quelle était la situation? Un point particulier de prise en charge où il n'avait pas tout ce qu'il fallait. Quelques privés qui apportaient du confort, ça ne se passait pas toujours très bien. Aujourd'hui, tout au moins. Nous avons, en dehors de Cotonou qui a été renforcé, nous avons fait Parakou également, nous avons fait Porto Novo pour permettre déjà aux gens de pouvoir être pris en charge plus facilement.
nous avons renoncé à tout ce qui est taxe sur les intrants qui entrent dans la composition de ce qui leur est administré comme produit pour que les prix ne flambent pas parce que nous connaissons les difficultés qu'il y a dans le monde à faire ça. Mais, plus important, tout ce qui était là en 2016, comme j'ai dit, ont continué à être pris en charge. Mais quand on le faisait jusqu'en 2016, à côté, personne ne s'occupait encore de ceux qui avaient des pathologies cardiaques, qui sont aussi des enfants du Bénin et qui ont le droit à la solidarité nationale. Parce que la problématique de l'État, c'est exactement la problématique des pères et mères de famille qui ont des enfants, qui ont des besoins divers et il faut pouvoir apporter à chacun, à défaut de les satisfaire entièrement et tous à la fois, apporter à chacun le minimum qu'il faut ou l'essentiel qu'il faut pour lui permettre de tenir en attendant un mieux-être intégral. Donc je dis que jusqu'en 2016, par exemple, personne ne s'occupait de nos compatriotes qui, eux, avaient des problèmes au cœur. Aujourd'hui, tout en maintenant la cohorte de ceux qui étaient déjà à la charge de l'État comme dialysés, nous faisons, s'il vous plaît, vous pouvez faire les chiffres, même ceux qui étaient dialysés jusqu'en 2016, c'était 400 et quelques, c'est beaucoup, mais ce n'est pas les mêmes coûts non plus, la prise en charge. Si vous allez faire une intervention pour quelqu'un qui a un problème de cœur, vous pouvez dépenser à l'instant peut-être ce qu'on dépenserait pour une autre personne sur quelques années. Et on a, à ce rythme-là, pris en charge au moins la centaine de nos compatriotes qui ont ces problèmes-là. Ça n'est pas rien, je disais. Quand on faisait ça en 2016 et qu'il y avait 400 et quelques personnes dialysées, toutes prises en charge par l'État, dans nos écoles, les cantines scolaires impactaient 250 000 enfants maximum pendant 20 jours dans l'année scolaire qui compte 180 jours. Aujourd'hui, les cantines scolaires, c'est pas moins de 1 300 000 enfants, 180 jours sur 180 jours. Les mesures pour la prise en charge gratuite du palu pour les enfants de 0 à 5 ans, pour la césarienne, toutes ces mesures sont toujours d'actualité. Donc, vous ne nous prendrez pas à ce jeu-là de dire qu'ils ne s'occupent pas des plus faibles. Non. Et vous voyez, toutes les actions sociales au profit des couches les plus défavorisées, quand on ne les a pas maintenues, on les a amplifiées. Et on fait ça aussi parce qu'on lutte efficacement contre la corruption pour permettre que l'argent de l'État reste dans les caisses de l'État. Et contrairement à ce que vous avez entendu tout à l'heure, qui vous laissait croire qu'on ne produit pas pour rembourser la dette, c'est totalement faux parce que aujourd'hui, oui, les régies de l'État mobilisent au moins 2 000 milliards de francs CFA l'an. Au moins 2 000 milliards. Vous prenez les régies douane, oui, impôts, au moins 2 000 milliards de francs CFA l'an. Par rapport à il y a 9 ans, où on était à peine à 200, 300 milliards, vous voyez très bien qu'on produit davantage. Et si on arrive à lever du financement sur le marché international, c'est encore parce que nous sommes crédibles. Basiquement, on dit bien qu'on ne prête qu'aux riches. Nous, nous remboursons nos dettes. On a commencé à rembourser. Il n'a pas échappé à Maître Agbojo. Les dettes contractées sur Patrice Talon? Il n'a pas, évidemment. On paye le service de la dette. Autant ce qui était en cours que ce qui se fait aujourd'hui. Et il n'a pas échappé à Maître Agbojo que pendant le Covid, lorsqu'il a été décidé de faire une remise de dette intégrale aux pays africains, parce qu'ils seraient les plus fragiles, votre pays, notre pays, a été le seul à dire « je ne veux pas de cette aide-là. Moi, je veux rembourser ma dette » et nous l'avons toujours fait à satisfaction jusqu'à l'heure où je vous parle. Ce sera encore le cas demain parce que nous avons travaillé à bâtir une économie solide, résiliente, qui malgré les chocs extérieurs résiste et tient la route. Les chiffres ne nourrissent pas, c'est vrai, mais l'année dernière, c'est 7,5% de croissance que nous avons réalisé. Si on vient vous abreuver de statistiques, de chiffres, qui n'ont pas toujours prise sur la réalité ou qui ne sont qu'un pan de la réalité, ça ne vous permet pas d'avoir une lecture objective de la situation. En quelques secondes, Wilfried Ndongweji, dites-nous, lorsque vous écoutez en privé le personnel politique qui soutient votre gouvernance, ils ne sont pas d'avis totalement avec ce que vous défendez aujourd'hui. Certains estiment que les choses sont davantage dues et régentées, pour ne pas dire centralisées. Régentées ou centralisées? Les choses sont dues dans quel sens? Qu'on n'arrive plus à voler comme avant ou quoi? Quelle est la finalité de l'action publique? Est-ce que ça n'est pas de faciliter la vie aux populations? Je dis faciliter, je ne dis pas habituer à la facilité. Vous voyez la nuance? Faciliter la vie aux populations. Et puis on vous dit, vous aviez en 2016 42 personnes fictives qui avaient de l'eau potable. Aujourd'hui, vous avez sur 100, aujourd'hui vous avez au moins 80 personnes.
Vous aviez en 2016 0 MW de production d'énergie propre au pays. Aujourd'hui, nous produisons une bonne partie de ce que nous consommons. Vous avez en 2016 une école qui ne fonctionnait pas. Les parents étaient malheureux parce que les enfants étaient tout le temps renvoyés ou dans la rue. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. En 2016, vous allez à l'hôpital, on peut vous renvoyer votre épouse qui est à terme parce qu'on est en grève, l'hôpital ne fonctionne pas. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et je ne dis pas tout cela pour prétendre que toutes les assiettes sont remplies, que toutes les poches sont bien remplies et que chacun s'offre 3, 4, 5 repas par jour. Je ne le dis pas, mais je voudrais qu'on soit honnête et réaliste pour dire, est-ce que le pays, il progresse globalement? Sur le curseur, parce que quelqu'un parlait de curseur, on sait tous, et les gens qui nous observent, qui ne sont même pas béninois, et les béninois vrais ne mentent pas. Ils savent que le curseur est du bon côté et qu'il y a encore des choses perfectibles. Roland Agodion, vous avez vu prendre note, Ferdinand Boudi invite à l'honnêteté et au réalisme. Merci beaucoup et c'est ce que je vais continuer de faire depuis le début où je l'ai commencé. Alors, je vais répondre point pour point en commençant par la question des régies financières qui, depuis quelques années, accumulent suffisamment d'argent pour pouvoir rembourser le service de la dette. Mais je constate malheureusement que cette accumulation d'argent au niveau des régies financières, ce n'est pas du fait des prêts contractés à l'étranger. C'est uniquement la pression fiscale sur la population qui fait que les régies financières accumulent. Ce que je dis, c'est simple. Vous savez, quand vous levez de l'argent sur les marchés financiers, c'est sur la base d'un projet structurant d'investissement. Notamment, ça peut être un investissement direct étranger avec transfert de technologie, mais qui crée en même temps dans son exécution de la ressource. Je prends l'exemple, par exemple, de la construction d'une route, puisque c'est le domaine dans lequel le régime de la rupture excelle le plus. Mais, et dans le secteur de la santé? Non, j'en viens. Mais, de l'apport de l'eau aux populations? Mais non, j'en viens. Alors, dans ce domaine-là, par exemple, qu'est-ce que la construction de routes génère comme ressources pour financer le remboursement? Est-ce que c'est des ponts à péage? Est-ce que c'est autre chose? C'est ça, en fait. Donc, ce n'est pas les Béninois, à travers la pression fiscale, qui ne va faire que grandir si on s'en tient uniquement à cette stratégie d'investissement, qui va financer le remboursement du service de la dette. Mais j'avance pour dire qu'en ce qui concerne l'accès à l'eau potable, mais je suis désolé, je ne veux même pas aller plus loin. Le dernier cas, c'est nous, le Parti des démocrates, à travers les 28 députés à l'Assemblée nationale, qui a dû solliciter, qui a dû demander qu'il soit mis en place une enquête parlementaire pour vérifier les propos d'un ministre en fonction qui a dénoncé un certain nombre de siphonneurs de la République du budget national en ce qui concerne l'accès à l'eau. Mais là-dessus, je n'en dirai pas plus. Donc, vous avez des éléments qui confirment l'opinion du ministre? Non, mais le ministre en fonction, on parle d'un expert comptable. On parle d'un expert comptable. Est-ce que parce qu'il est expert comptable que ce qui est dit est d'emblée vérifié? Ah oui, ça veut dire qu'il n'avait pas alors la compétence pour être un ministre. Sinon, je pense qu'un ministre de la République qui vient dénoncer ses prédécesseurs en disant qu'ils ont siphonné le budget de l'État, je pense que le fait même de l'avoir relevé de ses fonctions, c'est parce qu'on veut cacher quelque chose. Mais je n'en dirai pas plus. Je vais continuer sur la question de l'énergie. Quand on dit que le Bénin aujourd'hui a une couverture suffisante en matière d'énergie, mais le programme du Millennium Challenge Compte, qui a été signé en 2015 par l'ancien régime avec les États-Unis, c'est le financement de l'ancien régime qui a permis aujourd'hui d'avoir ces différents accès à l'énergie. Donc, il faut que le régime en place ait l'humilité de reconnaître que le gouvernement précédent a signé une convention avec la banque et avec la BID en 2015 et c'est ce financement-là qui a permis de mettre en place une turbine, je crois, oui, une turbine ou une construction dans ce sens-là aujourd'hui qui continue de fonctionner et qui permet de faciliter l'accès à nos populations en ce qui concerne l'énergie. Oui. Et je finirai pour dire que, vous voyez, le problème de nos dirigeants, c'est qu'ils ont tendance à faire croire à l'opinion que ce qui a été fait en 2000, avant 2016, rien n'a été fait. Mais chaque gouvernement a ses priorités. Mais quand je prends l'exemple du pont de Dantokpa, je prends le pont Konrad Adenauer, mais c'est le
gouvernement du président Soglo qui l'a fait, le gouvernement du président Kérékou qui l'a fait. Si ces ponts n'avaient pas été construits, ne serait-il pas une priorité pour le gouvernement de la rupture? Si, quand vous arrivez à Godomé, au carrefour Godomé, quand vous quittez Cotonou pour aller soit à Ouida ou pour aller à Kassato, mais en 2006 ou en 2005, en 2006, quelle était la situation au carrefour de Godomé à ce niveau-là? On passait au moins 1h, 1h30 pour sortir de là. L'échangeur qui a été construit, c'était une priorité de l'heure ou ce n'était pas une priorité de l'heure? Alors, quand vous allez à Ouida, quand vous allez à Ouida, non, vous n'allez pas me couper. Quand vous allez à Ouida, mais il y a eu comment on appelle ça, une autoroute qui a été faite, aussi bien dans le sens de Ouida que dans le sens de Alada. Donc, ce sont des ouvrages qui ont été faits et qui continuent aujourd'hui de tenir après plus de 10 ans. Oui, j'anticipe pour dire qualité de l'ouvrage. Mais justement, parlons-en. Est-ce que le représentant du gouvernement aujourd'hui peut dire aujourd'hui combien coûte le kilomètre de route aujourd'hui? Les ouvrages en ce qui concerne la construction des routes, les chiffres annoncés par le gouvernement de la rupture sont les plus chers au monde. Au monde? Oui, sont les plus chers au monde. Quand on nous parle... Les mots comptent. Oui, mais écoutez, c'est sur la base des documents officiels qui se retrouvent sur les différents sites. Si ce que je dis n'est pas exact, le gouvernement peut apporter la position... La contradiction. La contradiction. On nous parle de qualité de route, mais en même temps, on nous dit que les ouvrages sont, je vais dire, à des montants exponentiels. Je termine pour parler de certains propos de mon contradicteur qui estime aujourd'hui, qui a tendance en fait à faire une fixation sur le régime précédent. J'estime aujourd'hui que ce qui est en débat, c'est ce qui est fait sous le régime de la rupture et les chiffres aujourd'hui sont formels que les Béninois vivent moins bien que par le passé, parce que les chiffres, nous ne les avons pas inventés. Vous avez aussi comparé aussi la gouvernance Yaya à celle de Talon. Oui, mais c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a commencé et je n'ai fait que suivre son rythme. Et parce que je savais très bien qu'il allait le faire. On ne savait pas si c'est peut-être un piège. Alors, Wilfried Nyang'Bedi, Maître Renaud Agbodjo est revenu sur l'incident de Paulin Akponan. Bon nombre d'observateurs s'interrogent de savoir quelle est la pertinence du fait qu'il a été relevé de ses fonctions et qu'on dise qu'on le remette à la justice lorsque l'on sait que devant la juridiction, on va l'interroger de savoir peut-être d'amener les preuves de ce qu'il a eu à dire alors qu'il n'est plus en fonction, comment il peut avoir les preuves de ce qu'il a pu avancer à Parakou. D'abord, voyez-vous, cher Achiro, c'est encore parce que nous sommes des gens honnêtes que nous avons le courage de dire qu'en 2016, l'état des lieux présentait tel ou tel suivant les secteurs. Ça, c'est une façon de ne pas balayer du revers de la main ce qui a été fait avant. Après, on peut discuter de la qualité et des coûts. Donc, il faut que Maître Agbodjo soit rassuré et qu'il ait aussi l'honnêteté de reconnaître donc ce qui se fait en mieux et en bien. Maintenant, vous avez évoqué sur l'électricité un prêt bide. Attention, Maria Gleta qui a été réalisé sous Patrice Talon, c'est pas votre prêt. Hein? C'est pas un prêt datant d'avant 2016. Et je suis heureux qu'on revienne à la question de prêt. Parce qu'ils ont mis 40 milliards dans Maria Gleta pour 0 MW, quand même. Et c'était un prêt. Et ce sont les Béninois, vos enfants, nos enfants, qui remboursent ce prêt aujourd'hui. Nous, on a fait un prêt en bonne et due forme et on a construit Maria Gleta. Oui, il y a eu le programme MCA au profit de notre État. Et personne n'exclut que ça a été signé avant. Comme personne n'exclura que nous avons signé un MCA régional aussi, maintenant. Comme personne n'exclura que avant 2006, il y a eu le MCA signé par le président Kérékou. Donc, en cela, on est entièrement d'accord que l'État, c'est une continuité. Entièrement d'accord. Mais après, quand c'est une continuité, il faut grandir. Il faut s'améliorer. Il faut tirer le son des échecs, des faiblesses pour donner du mieux aux populations. C'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, vous dites, moi j'ai souri. Si M. Akponan était en poste aujourd'hui là, j'aurais entendu le discours selon lequel on l'a maintenu en poste pour l'empêcher de s'exprimer devant la justice quand la justice aurait besoin de lui. Que c'est de l'opacité. J'aurais entendu ça. On dit, M. Akponan, oui, c'est un expert comptable. Il a fait une déclaration dans un contexte politique sur lequel je ne vais pas revenir. Mais le chef de l'État, chef du gouvernement dit, M. Akponan, vous pouvez peut-être rappeler ce contexte politique à ceux qui n'ont pas pu, peut-être M. Akponan, vous le savez, vous pouvez le dire, M. Achiro. C'est mieux encore que vous, le journaliste, vous le disiez. Vous êtes bien placé. Le chef de l'État dit, M. Akponan, ça fait bientôt 6 mois que vous êtes au gouvernement.
vous avez fait une déclaration qui est quand même d'une certaine gravité. Je considère que pour la confiance que je vous ai faite en vous nommant ministre, si vous avez décelé de la mauvaise gestion dans le ministère de la part de votre prédécesseur, la moindre des courtoisies aurait été de m'adresser un rapport ou bien de saisir le gouvernement pour dire « j'ai découvert des choses graves ». À l'heure où M. Akpona parlait, jusqu'à son départ du gouvernement, jamais il y a eu un tel rapport adressé au chef de l'État ou au gouvernement. Donc le chef de l'État dit, si vous avez connaissance de faits de mauvaise gouvernance, je vous libère pour que vous soyez totalement disponible pour donner à la justice les informations dont elle aurait besoin. Et puis, il dit bien que les députés ont demandé une commission d'enquête. Le ministère est là, le gouvernement est là, ils iront faire les enquêtes. Donc, M. Akpona aurait été en poste aujourd'hui qu'on aurait entendu totalement autre chose. Maintenant, sur le coût des ouvrages, oui. Je crois que les spécialistes en ont parlé. M. Yadi leur a répondu à chaque fois. Vous amalgamez tellement sur ça. Quand ils prennent, par exemple, le boulevard de la Marina, parce que Maître Agojo en a parlé tout à l'heure, vous partez du carrefour de ce type marché vers le carrefour de la Loterie nationale, ils vous disent ils ont fait 5 km à tel montant. Mais ils ne voient pas comment on a 4 couloirs de circulation, 3 couloirs de circulation, 2 couloirs de circulation. Ce n'est pas une route classique, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ça n'est pas une route classique. Et même maintenant, on peut aller sur les routes classiques. Quand vous aviez des routes de cette épaisseur avant, et que vous avez eu des routes de cette épaisseur, voire plus, évidemment que... La différence est si énorme. Vous ne voyez pas les chantiers. Mais il y a encore des anciennes routes avec des nids de pluie. Vous pouvez prendre votre téléphone ou votre caméra et aller filmer, vous allez voir l'épaisseur. Ça, c'est factuel. Et puis, vous allez voir ce qu'on fait aujourd'hui. Si vous voulez faire, je vais prendre votre joli costume là, du juste au corps. Si vous voulez l'avoir en prêt-à-porter, si vous voulez l'avoir en prêt-à-porter, donc tout le monde peut avoir, il a son coût. Si vous voulez l'avoir fait sur mesure, il a son coût. On fait des routes de meilleure qualité, s'il vous plaît. Et je crois que personne, y compris au sein des démocrates, personne ne conteste cela. Après, on n'est pas aujourd'hui 2025, on n'est pas en 2016, on n'est pas en 2010, on n'est pas en 2012. Les spécialistes ont largement répondu et ils auront encore l'occasion de venir vous démontrer. Moi, au moins sur les principes, je vous donne ce que vous devez savoir pour ne plus faire d'amalgame autour de ce sujet-là. De ce sujet-là. Merci à vous, Wilfried Onobodi, pour ces clarifications-là. Ronan Bodio, merci également. Mais on a comme l'impression que le débat est focalisé, Ronan Bodio, sur une jauge de la gouvernance Talon juxtaposée à celle de Patrice Talon. Oui, déjà, le gouvernement... Talon juxtaposé à Patrice Talon. Abouni Yahi, autant pour moi. Oui. Merci. Alors, je voudrais d'abord juste faire remarquer sur la question de l'opacité, et en quelques minutes, c'est que déjà sur la question de l'opacité, ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les faits. Vous voyez, voici un régime en place qui a tous les leviers du pouvoir et qui gère les fonds publics, mais qui n'est pas en mesure de répondre à la question toute simple de savoir quel est le salaire des membres du gouvernement. Aujourd'hui, les Béninois ne connaissent pas le salaire de mon contradicteur en tant que porte-parole du gouvernement. Et ça, c'est déjà un indice de mauvaise gouvernance. Et lorsque mon contradicteur dit que M. Akpona, si on l'avait gardé, on serait en train de crier opacité, opacité, mais je dis non. Il aurait fallu qu'on le garde pour que on considère que c'est parce qu'il a eu la confiance du chef de l'État pour dénoncer un présumé acte de détournement. Parce que le limogeage qu'il a subi, c'est une sanction, c'est une forme de sanction. Et pour le dissuader en réalité, pour le dissuader de révéler des preuves, si preuves il y en avait. Ronan Bodio, vous dénoncez souvent que la gouvernance de Patrice Talon est axée sur un recul démocratique. Alors, dites-nous quels sont les éléments concrets qui fondent cette critique-là. Oui, je crois qu'en ce qui concerne le recul démocratique, c'est factuel. Hein? C'est factuel, on le touche du bois. Il ne se passe pas un jour ou une semaine sans qu'on assiste à un nouveau dossier judiciaire, soit d'arrestation, soit d'interpellation, sans convocation. Le dernier en date, c'est celui de notre compatriote Komlan Hugues Sossoukwe. Et j'ai écouté à ce propos, je crois brièvement, le porte-parole du gouvernement, et qui a déclaré que les droits de M. Komlan Hugues Sossoukwe ont été respectés, sauf que quand on apprend du gouvernement ivoirien par le biais de son porte-parole
qui déclare que le gouvernement ivoirien ne savait pas que M. Komlan Ukso-Soukpé était un réfugié. Je pense que c'est extrêmement grave parce que cela viole l'ordre public international. On ne peut pas arrêter, quel que soit le motif, quel que soit en dehors du cas de Komlan Ukso-Soukpé, oui, quelle que soit la gravité des faits, on ne peut pas arrêter un citoyen au-delà des frontières sans respecter le droit international humanitaire. Mais c'est ce que le gouvernement de la rupture a fait. Et c'est dommage. C'est une atteinte, non seulement à la liberté d'expression, mais c'est une atteinte à l'ordre public international. Autre illustration? Autre illustration, je prends le cas de monsieur, comment il s'appelle Steve Amoussou, vous voulez dire? Non, pas M. Steve Amoussou. Le cas de M. Steve Amoussou est similaire à M. Komlan Ukso-Soukpé. M. Julien Kandé-Kansou. M. Julien Kandé-Kansou a dit en 2026, il y aura une révolution électorale. Il a dit que au sein du gouvernement, quelqu'un a augmenté les frais, le coût de Internet. Il a parlé aussi de monopole. Je ne vais pas entrer dans les détails. Pour ça, il a été arrêté. Sans qu'il y ait à notre connaissance aujourd'hui, sans qu'on ne connaisse qui est le plaignant. Donc, c'est déjà des cas qui sont symptomatiques de ce que la liberté d'expression et la liberté de la presse sont en totale dégradation. Oui, il y a eu une question qui a été soulevée par Renaud Agbodio. C'est cette question-là qui revient souvent lorsque les opposants qui critiquent votre régime prennent la parole, ils donnent de la voix. Ils s'interrogent sur le salaire des membres du gouvernement. Ils disent qu'ils n'ont pas accès au montant de ces salaires-là. Mais j'ai déjà fait une réponse à l'un de vos confrères récemment. Aujourd'hui, le débat, il est où? Il est à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Il y a des députés à l'Assemblée nationale qui ont posé une question. Le gouvernement, dans la courtoisie républicaine, ira leur répondre là-bas. Et ça, c'est ce que j'ai dit à votre confrère que je voudrais réitérer à votre endroit. Après, sur la santé de la démocratie, on peut convenir que, oui, il y a davantage de demandes aux uns aux autres d'assumer leurs responsabilités. La démocratie, c'est le respect des textes. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, c'est le droit de dire ce qu'on veut. Mais c'est aussi le devoir d'assumer ou d'en répondre, le cas échéant. Parce que dire ce qu'on veut, on peut critiquer sans calomnier. On peut dénoncer sans accuser. Il a donné des cas de certains compatriotes qui, je l'observe, heureusement ou malheureusement, sont tous proches ou affiliés au parti LD. S'ils ne sont pas proches, ils sont affiliés. En tout cas, les cas qu'il a évoqués. Et je sais qu'un âme et conscience, il sait que ce que ces compatriotes font comme activité sur les réseaux de promotion directe ou indirecte de leur chapelle politique contrevient bien souvent aux normes républicaines et aux tests. Alors, lorsque vous avez des militants ou des proches qui portent des dénonciations, et je dis on peut dénoncer sans calomnier, qui portent des dénonciations, et qu'on leur demande, venez prouver ce que vous dénoncez, apportez-nous les éléments. Pourquoi ça vous gêne que les gens aient l'occasion aujourd'hui de venir faire les preuves de leurs allégations? Vous pouvez discuter, hein, tel était réfugié, tel ne l'était pas. J'ai dit, s'il était réfugié, on a découvert tout ça à l'occasion de cette affaire, mais l'interpellation de monsieur qui a eu lieu à Abidjan l'a été en collaboration entre les deux États. Les détails, les polices savent vous donner les détails qui leur ont permis de l'appréhender. Mais au moins, c'est question de responsabilité. Est-ce que nous devons, oui ou non, assumer nos propos? Est-ce que nous devons répondre de nos actes? Sinon, quelles leçons nous donnons aux enfants? Quelles leçons nous donnons aux plus jeunes? Un État qui demande ça n'est pas forcément un État répressif. Et ce n'est pas parce qu'on fait ça que la démocratie serait en berne. On a déjà eu la démocratie Nescafé et chacun sait ce qu'elle était. Le laisser aller dans tous les sens où rien n'allait. Mais aujourd'hui, c'est une question, me semble-t-il, davantage de responsabilité que de démocratie qui serait en berne. Nous prônons et nous promouvons une démocratie de responsabilité où chacun est libre de dire ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut, mais doit être prêt à en répondre. Apporter les preuves, sinon c'est trop facile quand même, vous le reconnaîtrez. Quand je dis ça, est-ce que vous me permettrez de m'étendre
Oui, Parce que je connais très bien la suite, hein. Je connais très bien la suite. En plus, on est sur les réseaux sociaux. Je sais combien ça va se défausser sur ma personne. Mais moi, j'ai eu une vie aussi. Il y a certains qui vous écoutent. J'ai eu une vie. J'ai été journaliste. Justement. J'ai été journaliste. Vous avez vraiment vu la suite. Et vous pouvez en témoigner. Il peut en témoigner. Moi, j'ai été un journaliste critique. Je l'assume entièrement. Et certains s'interrogent aujourd'hui. J'ai été, s'il vous plaît. De méconnaître non. Et c'est pour ça que je demandais à avoir du temps pour m'expliquer. Oui. J'ai été un journaliste critique. Et je souhaite qu'il y ait encore de plus en plus de journalistes critiques. Mais la critique, ça n'est pas la calomnie. Non. La dénonciation, ça n'est pas l'accusation. J'ai quand même écrit Scandale sous Yahi pendant que Boni Yahi était au pouvoir. Et je ne suis pas sorti du pays. Je suis resté là. On m'a mis au garage 2 ans. Je n'en ai pas fait un objet pour calomnier ceux qui étaient là. Hein. Bien au contraire. Et vous pouvez me rendre justice. J'ai été parfois en situation d'apprécier la gouvernance. Et malgré ce que j'ai subi, lorsque je pensais que c'était bien, je le disais. Quand je pense que c'est mauvais, je le dis et je dis pourquoi. Mais je n'ai pas calomnié. Je n'ai pas diffamé. Je n'ai pas insulté. Pour en finir, lorsque j'ai fait Scandale sous Yahi, ils ont bien fait réunion au palais. On a dit on va le mettre en prison. Et puis d'abord on a dit on va interdire le livre. Quelqu'un a dit quand on interdit ça fait plus de bruit. Mais alors on va le mettre en prison. Oui, mais lisons, voyons. Mais lorsque dans le livre, j'ai 50 pages d'annexes qui sont autant de preuves de mes allégations, comment vous voulez qu'on me mette en prison? Et malgré cela, j'étais prêt à répondre devant le juge, au cas où on m'aurait interpellé. Donc c'est une question de responsabilité. Et moi, je n'ai pas varié là-dessus. Vous n'avez pas varié là-dessus à ce jour. Avant de revenir à Maître Renaud Agbodjo, on va quand même parler de la classe politique. On vous fait l'accusation de ce que la classe politique a été régentée, une réforme système partisan a été organisée dans le seul but de mettre au pas la classe politique pour qu'elle soit davantage unifiée, pour que les instructions soient davantage mieux suivies à la lettre. Non, si vous savez que la qualité du personnel politique, la qualité de l'organisation politique détermine la qualité de la gouvernance, parce que ce sont les acteurs politiques qui prennent le pouvoir, qui aspirent à gérer le pays. Lorsqu'ils arrivent, il faut qu'on soit en cohérence et qu'on ait une gouvernance de qualité. On a eu un système politique aussi débridé que chacun a pu le voir, de 90 à 2017-2018, avec, ne l'oublions jamais, avec la demande pressante, insistante de tous les acteurs majeurs à engager une réforme en profondeur de nos pratiques politiques. Je n'invente rien. Les derniers exemples en date, reprenez le discours d'investiture du président Boni Yahi en 2011, quand il prenait son 2e mandat, et voyez les axes de sa gouvernance tels qu'il les avait annoncés, que malheureusement il n'a pas pu mettre en œuvre, et il parlait déjà de ces réformes d'envergure. Reprenez le discours d'investiture du président Adrien Oungbedia à l'Assemblée nationale en 2015, quand il reprenait le perchoir. Même logique. Alors, après, entre le dire et le faire, il y a du chemin. Mais il faut beaucoup de courage pour le faire. On a trouvé quelqu'un qui, fort heureusement, dit « Moi, j'ai le courage pour le faire. » On ne va pas s'arrêter au constat et au vœu. Il nous faut enfin poser les actes. Donc, oui, au début, ça va paraître difficile. Mais comme aujourd'hui, ils ont commencé à en voir les effets, demain, davantage, ils diront « C'est historique, mais il a fallu du courage pour le faire. On n'a pas su le faire avant. » Aujourd'hui, passé le temps des querelles, on voit tous les bénéfices, les impacts positifs de ces réformes et je crois que le pays ne s'en plaint pas. Nous sommes à moins de 10 mois de la fin du mandat du président Talon. Nous sommes à 8 mois au delà des élections. Si on n'avait pas fait ces réformes, par exemple, pour remettre les partis politiques au cœur du jeu politique, en faire les acteurs clés de la gouvernance, vous aurez déjà vu peut-être que l'administration aujourd'hui est en berne parce que les candidats déclarés ici ou là et on vide les bureaux pour être sur le terrain alors que cette réforme nous permet quoi? Elle permet que pendant 4 ans et demi, tout le monde soit au boulot, à fond, et que la période électorale qui est contenue dans un délai de 6 mois permette d'aller vers les joutes et de faire tout ce qu'on veut, mais passer ça, on retourne au boulot. Aujourd'hui, on est à la veille des élections et vous voyez comme l'administration est calme, elle est stable et chacun, le moment venu, pourra, parce que le temps sera venu, aller faire campagne, bosser pour son candidat, pour son parti et au retour, tout le monde retourne au boulot. Ça n'était pas possible avant et ça, c'est des acquis. C'est des acquis. C'est des acquis. De démocratie, on a parlé de liberté d'expression, on parle de la réforme du système partisan. Renaud Agbodjo, votre opinion sur cette réforme-là? Oui, vous savez,
j'aime beaucoup écouter le porte-parole du gouvernement parce que Sincèrement? il a de la rhétorique, il faut avoir l'humilité de le reconnaître. D'ailleurs, le métier de journaliste est déjà des prérequis pour l'avoir. Seulement que il y a beaucoup d'emphase sans des choses concrètes en fait. Il a parlé, disons, de la question des salaires du gouvernement. Il a botté en touche en renvoyant la réponse à l'Assemblée nationale par rapport à l'interpellation qui a été faite. Mais parlons-en. Sur 68 interpellations adressées au gouvernement, avec ou sans débat, 57 sont restés sans réponse à ce jour. Je dis bien 57 sont restés sans réponse à ce jour. Donc, mon contradicteur sait très bien que le gouvernement ne viendra jamais répondre à l'Assemblée nationale parce que ça n'a pas été programmé et parce que ça ne sera pas programmé. Pourquoi? Parce que justement, l'Assemblée nationale est régentée, est plus une caisse de résonance, il y a les votes qui sont là-bas. plus une caisse de résonance qu'une Assemblée nationale qui est en capacité factuelle de contrôler l'action du gouvernement. Vous me demandez à moi combien gagnent les députés du parti Les Démocrates, mais ce sont les députés du parti Les Démocrates qui ont révélé, ce sont les députés du parti Les Démocrates qui ont révélé les salaires des députés de la nation. Merci de nous les rappeler. Non, ce n'est pas à nous de le dire. Les Béninois connaissent aujourd'hui. Mais si vous estimez que ce n'est pas à vous de le dire, pourquoi vous n'estimez pas que parce que nous ne sommes pas aux affaires. C'est le régime de la rupture qui est aux affaires et c'est le régime de la rupture qui gère les fonds publics. Donc, la transparence voudrait que on n'est même pas à solliciter cela. Mais je vais poursuivre en disant, vous parlez de réforme politique. Non, au-delà même de la réforme du système partisan, moi je parle de réforme politique en général, où on assiste aujourd'hui à... le système politique aujourd'hui a été régenté au point où il y a eu un affaiblissement des institutions de contre-pouvoir. Comment? Vous avez le cas de l'Assemblée nationale qui n'est pas une Assemblée nationale qui contrôle l'action du gouvernement. Je viens de donner l'exemple des 57 questions orales avec ou sans débat qui sont restées sans réponse à ce jour. Je prends aussi l'exemple du pouvoir judiciaire. Pourquoi? Quel intérêt de modifier la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature pour y intégrer en son sein plus d'halogènes qui n'ont rien à voir avec la magistrature? Je veux parler du ministre de l'économie et des finances, je veux parler du ministre de la fonction publique, alors qu'il existait déjà en son sein deux ministres, le président de la République plutôt et le ministre de la Justice. Donc, les halogènes qui ne sont pas du corps de la magistrature sont en nombre supérieur que les magistrats. De sorte que il y a forcément une situation dans laquelle, lorsque votre discipline est gérée par des personnes qui ne sont pas de votre corps, vous êtes en situation de domination. Vous avez en réalité, je vais dire, une sorte de dépendance ou de peur, de psychose générale qui fait que vous allez forcément dans un sens qui ne vous a, même si on ne vous l'a même pas demandé, vous allez forcément dans ce sens-là. Sur la réforme du système partisan. Sur la réforme du système partisan, nous avons des lois électorales qui sont instables. À chaque élection, on modifie, soit on veut modifier soit la Constitution ou on veut modifier le code électoral. Ça a été fait en 2019. En 2019, pour aller aux élections législatives, on a inventé le certificat de conformité qui n'était prévu nulle part pour exclure toute une classe des partis politiques du pays. En 2021, la Constitution qui a été modifiée nuitamment par un parlement monocolore a créé ce qu'on appelle le parrainage juste pour ne pas donner la possibilité aux partis de l'opposition d'aller à ces élections-là. Des hommes politiques, des citoyens de ce pays payent encore le prix de ces élections et sont en détention arbitraire, bien que des décisions des Nations Unies aient appelé à leur libération parce que considérant qu'ils sont en détention arbitraire. Et j'ai une pensée pour le professeur Joël Aïvo, j'ai une pensée pour Madame la ministre Rikiat Madougou. Les Béninois ne peuvent pas comprendre qu'à la veille d'une élection ou à la fin d'un régime, des citoyens
dont la nation a encore besoin pour que nous puissions aller à une certaine réconciliation puissent être encore dans les jours. Donc, j'estime aujourd'hui que les lois électorales, la réforme du système partisan a généré des lois électorales qui sont très instables et qui ne participent pas à la stabilité sociale. Au final, nous voyons, on fait également le procès de l'instauration d'un état de loi où des lois sont conçues dans le seul but d'être profitables pour la mouvance présidentielle et défavorables pour l'opposition. Et l'on estime également que l'on se base sur ce diagnostic partagé de la réforme du système partisan pour régler des comptes politiques. Bon, si vous pouvez déjà me renseigner sur le on, ça serait bien. Et puis sur quelques exemples, ne serait-ce qu'un de ces lois qui sont faites pour profiter au pouvoir en place et pas aux autres. Ça m'aiderait beaucoup. Parce que si vous prenez la réforme du système partisan, le code électoral, ça s'applique à tous les acteurs politiques. À tous les acteurs politiques. Si vous permettez, Wilfried Nyannouk-Bédié, ce code électoral-là, comment comprendre qu'un code électoral qui s'applique à toute la classe politique donne exigence, par exemple, de 20% dans chacune des circonscriptions électorales et que lorsque l'on observe bien, il y a la possibilité d'accord de coalition parlementaire ou d'accord de gouvernance, seulement que deux formations politiques sont en mesure de remplir les critères là, c'est-à-dire l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, qui sont les véritables piliers de la mouvance présidentielle, alors que les démocrates de l'autre côté n'ont aucune formation politique valable pour faire le pesant. Mais ça, c'est votre analyse. Et puis, ça veut dire que vous réduisez tous les autres partis politiques, y compris ceux qui sont de l'opposition, vous les réduisez à néant. Lorsqu'on voit les chiffres des dernières élections. Vous les réduisez à néant. Premièrement, sur cette réforme du code électoral, les 20%. Et on passe en pète et profit toutes les accusations, les allégations de Maître Agbojo et les querelles de début de mandat qui sont déjà conjuguées, digérées depuis longtemps. Mais je comprends que de sa position, on les ramène. On passe ça en pète et profit pour nous concentrer sur le code électoral, puisque vous l'évoquez en dernier. Si à l'Assemblée nationale, un seul des partis politiques soutenant le gouvernement avait eu 20% dans chacune des circonscriptions électorales à l'occasion des législatives de 2023, j'aurais entendu votre récrimination. On aurait dit c'est probablement pour ce parti qu'ils l'ont fait. Mais à la vérité, aucun parti politique, non ceux qui sont à l'Assemblée, les trois gros, encore moins ceux qui n'y sont pas, n'avaient réussi à obtenir 20% partout. Le défi que ce code pose, il est le défi de LD, il est le défi de BR, il est le défi de UPR, il est le défi de FCBE, de Moël Bénin, de Renaissance Nationale, NFP et tous les autres. Le défi, il est le même. Maintenant, vous dites... Quel est l'intérêt de ce défi? Mais on a dit tout à l'heure qu'il faut avoir de grands partis, des partis de gouvernement. Vous devez savoir qu'en octobre 2019, on avait à peu près 279 partis politiques au Bénin. Au moment où on faisait le dialogue politique, en octobre 2019, pratiquement 300 partis politiques au Bénin, lesquels n'ont jamais réussi à conquérir le pouvoir d'État. Quelle est cette démocratie dans laquelle on va à une élection et les partis ne peuvent pas gagner la présidentielle, administrer le pays et rendre compte? Si vous en connaissez ailleurs dans le monde, dites-moi, je connais tel pays où, quand on va aux élections, les partis qui animent la vie politique n'ont jamais gagné. Pourtant, notre Constitution dit depuis 1990, en son article 5, que ce sont les partis politiques qui animent la vie politique. Est-ce que ça n'est pas rendre justice aux partis politiques que de faire une réforme qui les remette au cœur du jeu politique et leur permette enfin d'accéder au pouvoir, de l'exercer, de rendre compte et de répondre de leur gestion? Et ça n'est pas rendre justice aux partis politiques. Le diagnostic est partagé. S'il vous plaît, il est partagé, tous ensemble. Si le diagnostic est partagé, comment on y va? Exactement comme si vous aviez le palu, vous allez à l'hôpital, le médecin pose son diagnostic et il vous dit, soit je vous fais une piqûre pour que ça évite, ou bien je vous administre des cachets que vous allez prendre sur plusieurs jours. Vous pouvez dire, bon, je préfère moi les cachets, moi j'aime pas avaler, je préfère la piqûre, et vous dites, vous allez avoir la piqûre sur 1 ou 2 journées. Selon le choix que vous avez fait, la douleur ne sera pas la même. Parce que si vous avez mal sur une fesse ou à la veine par laquelle on vous a piqué, peut-être qu'en avalant les cachets, vous n'aurez pas eu mal, mais vous aurez peut-être guéri avec plus de temps. Donc on fait un choix. C'est une option, c'est une option. Et l'Assemblée nationale, qui est souveraine dans sa mission et qui comporte des députés d'opposition, l'Assemblée nationale a fait des réformes qui s'appliquent, lesquelles réformes permettent aujourd'hui au parti de mon contradicteur d'être en stabilité
depuis 2023 à l'Assemblée nationale avec ses 28 députés est de ne pas avoir peur que le pouvoir en place lui envole même un, comme ça s'est passé avant, où ceux qui sont au pouvoir fragilisent les autres en les réduisant, en provoquant des dissensions et des éclatements en leur sein. Au contraire, ces réformes ont permis de structurer les partis politiques et de leur garantir la stabilité de leurs élus. Est-ce que ça n'est pas une avancée aussi qu'il faut reconnaître à ce code? Très rapidement, avant de revenir Oui. par rapport aux institutions de contre-pouvoir, ce code électoral-là, le reproche que l'on vous fait au gouvernement notamment, c'est que vous n'êtes pas sensible aux récriminations des uns des autres par rapport à ce qu'ils défendent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, La c'est-à-dire récrimination de qui? De l'opposition. la société civile, l'opposition, Oui. qui estime que ce code électoral-là est plus favorable à la mouvance Mais présidentielle qu'à l'opposition. c'est une vue de l'esprit. Et j'aurais fini par là. Vous avez dit que deux partis sont en capacité de conclure des accords. Mais pourquoi LD ne peut pas conclure un accord avec FCBE, Techniquement, c'est pas avec possible. NFP? En quoi techniquement c'est pas possible? C'est juste la volonté des deux. Lorsqu'on jauge, lorsqu'on Oui. prend une balance Robert Val et que l'on met dans un pèse LD et FCBE, et dans l'autre, on met UPBR, vous voyez tout de suite. Alors, donc, vous dites, vous considérez que LD... C'est pas moi, certains estiment vous- que 20% c'est trop. Mais est-ce que Pourquoi? LD au moins LD là, est-ce qu'ils ne vous ont pas toujours dit qu'ils sont le plus grand Ils parti? sont pas mes copains. Est-ce qu'ils ne vous ont pas, je parle de l'opinion à travers vous, Ok. est-ce qu'ils ne vous ont pas toujours dit qu'ils étaient le plus grand parti politique Le du parti Bénin? du peuple, Le ils parti le que disent, tout le le peuple scandent. aime, non? C'est eux qui ont l'occasion encore, dans quelques mois, de faire la démonstration que tout le peuple les aime. Mais rien ne les empêche par ailleurs d'aller conclure un accord de coalition parlementaire avec d'autres partis de même obédience qu'eux. Si UPR, EBR ou d'autres peuvent le faire entre eux, pourquoi LD ne le ferait pas avec d'autres? C'est de la capacité de discussion, de dialogue entre les responsables de ces partis de même obédience que naîtrait la solution pour eux d'aller vers un accord de coalition parlementaire. Et la loi n'interdit à aucun parti d'aller le faire. D'aller le faire. Si vous êtes sûr que tout seul, vous pouvez faire vos 20% partout, vous y allez. Si vous vous dites, non, j'ai des appréhensions, dans telle circonscription, dans telle autre, alors je discute avec un autre parti de même obédience pour conclure cet accord de coalition parlementaire et nous en informons la Sénat. Après le scrutin, on appréciera. Je reviens par rapport au fait que si personne n'obtient 20% en 2026, quelles seront les implications politiques? Et on va revenir également sur les institutions de contre-pouvoir. On a Bodo, vous voulez réagir tout à l'heure? Bien sûr. Vous savez, j'aime souvent Écoutez écouter le porte-parole, du gouvernement Rhétorique en phase. Allez. et avec des exemples qui ne cadrent pas avec la réalité. Pour vous, Mais je vais prendre aussi... votre cadre tellement bien. Oui, vous savez, parallélisme des formes. Je vais aussi prendre un exemple. Et vous verrez que le code électoral, dans sa mouture de 2024, est une loi purement et strictement personnelle pour faciliter l'obtention d'un objectif qui vise à revenir à une situation de parlement monocolore, c'est-à-dire en excluant le parti Les Démocrates qui est arrivé à empêcher la modification de la Constitution. Pourquoi je le dis? Prenons une distance de 20 km. Vous avez 3 compétiteurs. Et la règle établie au départ, on dit, si tous les 3 vous parvenez à atteindre 20 km de course, vous serez tous récompensés. Je dis bien 20 km. Mais dans le même temps, l'arbitre dit, écoutez, toi, candidat numéro 3, toi, tu as l'obligation de parcourir les 20 km avant d'avoir le prix. Mais candidat numéro 1, candidat numéro 2, vous n'êtes pas obligé chacun de parcourir 20 km. Si chacun de vous parcourt 10 km, vous vous arrêtez, ça suffit, vous aurez de prix. C'est une loi juste ça. Une loi, elle doit être intelligible. Quand je dis intelligible, c'est-à-dire elle doit pouvoir s'expliquer aisément. Vous voyez la difficulté avec laquelle mon contradicteur a essayé de justifier pour dire mais ils peuvent. Alors qu'il sait très bien du fond de lui-même, parce que je le sais quand même assez franc, assez direct. Je sais que du fond de lui-même, il sait que FCBE, qui a déjà dit que eux, ils n'attendent pas le parrainage d'un autre parti que des partis de la mouvance. Il sait très bien que FCBE ne viendra jamais demander à signer un accord de coalition parlementaire avec le Parti Les Démocrates. Et le Parti Les Démocrates n'en veut même pas, puisque le fait va nous conduire, c'est sans objet, parce que le Parti FCBE est appelé à disparaître. Mais quand je reviens à la nature même d'une loi, elle doit être intelligible
parce qu'elle doit être impersonnelle, elle doit être générale. Quand vous prenez l'application des 20%, quand on demande à un parti politique d'avoir 20% de manière simultanée dans toutes les circonscriptions électorales, mais ça revient à un taux national de combien? De 20%. Quand un parti doit avoir 20% de la première à la 24e circonscription, ça revient à avoir 20% au plan national. Mais demander à un parti d'avoir 20% au plan national, c'est violer la lettre et l'esprit de la Constitution qui dit que le plan national, c'est 10%, sans distinction. Donc, ce que la Constitution n'a pas prévu, le Code électoral vient l'aggraver. C'est en cela que je dis que cette loi-là, même si elle n'a pas été déclarée contraire à la Constitution, malgré que nous ayons saisi la Cour constitutionnelle, c'est une loi inintelligible qui nous conduit dans un décor juridique. Pourquoi? Parce que ce que le représentant du gouvernement ne vous dit pas, et vous avez fait bien de dire que vous allez rappeler là-dessus, j'aurais voulu qu'il vous dise, parce qu'en 2023, aucun parti n'a pu obtenir 20% dans toutes les circonscriptions électorales, mais le cas de figure selon lequel on se retrouverait dans la même situation, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'il appartiendra à la Cour constitutionnelle d'interpréter ou de projeter l'avenir d'un peuple? Mais la souveraineté appartient au peuple. La souveraineté n'appartient pas à la Cour constitutionnelle. La souveraineté du peuple n'appartient pas à un pouvoir exécutif. Elle a un pouvoir, la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, le pouvoir de la Cour constitutionnelle est tiré de la loi fondamentale. Elle n'est pas tirée de ses membres eux-mêmes, qui ne peuvent pas statuer ex nihilo. Et statue sur le jeu électoral. Oui, mais justement, oui. La Cour constitutionnelle, je dis bien, le cas de figure selon lequel aucun parti... C'est un contentieux électoral. Oui, écoutez, je pose une problématique. Justement. Et si mon contradicteur a la réponse juridique dans la loi, parce que la mesure de toute chose, nous sommes dans un débat technique. La mesure de toute chose, c'est la loi. Des soupçons non, sur la mesure de toute l'indépendance de la Cour chose. constitutionnelle. Non, le débat n'est même pas à ce niveau d'abord. Je dis, soupçon ou pas, est-ce que la Cour constitutionnelle aujourd'hui, est-ce qu'un Béninois aujourd'hui peut dire quelle est la disposition de la Constitution, quelle est la disposition du Code électoral qui prévoit que, en cas d'impossibilité pour les partis, même avec accord de coalition parlementaire, d'atteindre 20% dans toutes les circonscriptions électorales, quelle est la disposition qui tranche cette hypothèse-là? Il n'y a aucune disposition. Donc, la possibilité de nous retrouver dans un décor ou dans un vide juridique, elle est énorme, elle est grande, puisque en 2023, aucun parti n'a réussi cet exploit-là. Si les partis de la mouvance décident de bloquer la 12e circonscription électorale et ils font campagne uniquement là-bas pour empêcher le parti Les Démocrates d'obtenir 20% là-bas, ils peuvent l'obtenir. Si dans le même temps, le parti Les Démocrates va dans la 10e, pas forcément dans la 8e, dans la première circonscription électorale. Je dis juste la 8e. Non, mais moi, c'est pas ça le problème. Il faut pas faire de fixation sur des circonscriptions électorales. Va s'asseoir dans la première circonscription électorale, où tout le parti va bloquer la première circonscription électorale pour empêcher les partis de la mouvance d'obtenir 20%, même avec accord de gouvernance. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un débat de principe. Nous parlons de principe, mais on tourne autour du pot, alors qu'on sait bien qu'on est en train d'aller dans le décor. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas de figure? Lorsque, en 2026, on se retrouve dans une situation où ni l'UP, ni le BR, ni les démocrates n'ont pu obtenir 20% dans chacune des circonscriptions électorales. Restons sur les principes d'abord. Et vous me donnerez acte de ce que le représentant du parti Les Démocrates développe ici très implicitement, mais j'allais même dire pratiquement explicitement, que son parti ne serait pas en capacité d'avoir 20% partout. Oh non, oui, parce que vous avez fait, bon, maintenant je vous remercie de me couper à mon tour. C'est une provocation. Et je vous le concède, amicalement. Il a dit vouloir faire un parallélisme. Et je vous ai dit tout à l'heure, en vous suivant, que son parallélisme n'était pas juste. Et c'est le cas de le dire là. Parce qu'il donne un exemple qui amène à la conclusion que le parti qui a toujours dit « Je suis le plus grand parti politique du Bénin, je suis le parti aimé par tous les Béninois », dit « Je ne suis pas en capacité d'avoir 20% partout ». Ça, c'est un constat. Et j'ai dit, le citant, il parle de l'impossibilité pour eux de conclure un accord avec un parti que, évidemment, ils avaient déjà exclu à un moment donné de leur concertation en considérant que ce parti n'était pas vraiment de même obédience qu'eux. Mais ça, c'est leur appréciation et il faut les laisser s'en occuper. Tous les rappels de tests, y compris de la Constitution, c'est juste, sauf que
Maître Agbodjo a oublié que la Cour constitutionnelle au Bénin, au thème de la Constitution de 90, telle que révisée en 2019, est juge du fonctionnement des institutions et de leur régulation. Si l'hypothèse d'école qu'il expose s'avérait demain, il n'y aura pas d'autre choix que de solliciter l'arbitrage de la Cour constitutionnelle. Et le peuple qui exerce sa souveraineté n'exerce pas sa souveraineté tous les jours face à toutes les situations. Le peuple délègue, parce que nous sommes en démocratie. Lorsqu'il y a une élection et qu'on a élu des dirigeants et que des institutions sont mises en place conformément aux règles de la République, le peuple délègue sa souveraineté le temps des mandats réguliers aux personnes qu'il a mandatées. Donc la Cour constitutionnelle sera encore compétente demain, si l'hypothèse advenait, pour dire quelle est la solution à appliquer ou quelle est la porte de sortie. Et là-dessus, n'anticipons rien. Moi, j'ai foi. Moi, j'ai foi, s'il vous plaît. Oui. Moi, j'ai foi que les trois partis qui sont à l'Assemblée nationale travailleront à mobiliser suffisamment sur le terrain pour remplir les conditions fixées par le Code afin que, au sortir des législatives de janvier 2026, nous ayons encore au moins ces trois-là parce que ça fait une belle dynamique au sein du Parlement. Ça se challenge beaucoup et ce serait heureux que les trois y soient encore et que si d'autres réussissent à lever le pari, qu'ils les y accompagnent, mais à tout le moins, les trois. Seulement que parlant de la Cour constitutionnelle, Wilfried Nyannou-Bédji, il y a certains de vos concitoyens qui nourrissent des soupçons d'indépendance de la Cour constitutionnelle, ceci en parlant de toutes les institutions qui estiment qu'elles sont toutes à la solde de Patrice Talon. Vous savez, ça c'est pas nouveau. Cette querelle, elle n'est pas nouvelle du tout. Et je vais vous rafraîchir la mémoire. En 2008, il fallait procéder au renouvellement de la Cour constitutionnelle. Le président Boni Yayi avait commencé à avoir quelques difficultés au Parlement avec sa majorité, notamment du fait de la création du bloc qui était appelé le G13, me semble-t-il. Et il ne vous a pas échappé que le gouvernement en place, celui du président Yayi, avait désigné ses représentants à la Cour et avait même anticipé, je veux dire poussé pour que l'Assemblée nationale, parce que la menace de perte de majorité couvait, pour que le bureau de l'Assemblée à l'époque puisse désigner rapidement ces 4 représentants afin de considérer que la Cour qui était en place lui serait compatible. Mais de tout temps, que ce soit avant du temps du président Yayi ou du temps du président Kérékou, il y a eu des coups en place, des élections étaient organisées et d'autres camps ont gagné. Revisiter toute l'histoire de nos élections. On a fait ce procès à la Sénat, on l'a souvent fait à la Cour, mais les cours ont été là et pourtant d'autres camps ont gagné les élections. Sinon, en 2006, celui qui a gagné les élections n'aurait pas gagné. En 2016, celui qui a gagné les élections ne les aurait pas gagnées. Donc, c'est un faux débat, à mon avis, et il faut faire confiance à nos concitoyens qui sont là-bas, qui sont des gens de qualité et qui feront leur travail comme ils l'ont toujours fait, en pensant à la République. En pensant à la République. Renaud Agbodjo, je vais rebondir sur la phrase de finition de mon contradicteur qui demande aux citoyens de faire confiance à la Cour constitutionnelle. Sauf qu'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle n'envoie aucun signal ou n'envoie pas de signaux qui pourraient amener les citoyens à lui faire confiance. Puisque depuis qu'elle est là... quel type de signaux espérez-vous? Oui, le signal, c'est déjà de dire au moins quelques fois qu'un citoyen peut gagner face au pouvoir exécutif lorsqu'il fait un recours. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a même une réforme récemment au niveau de l'Assemblée nationale qui limite aujourd'hui la capacité des citoyens à saisir dans le temps la Cour constitutionnelle. Vous voyez, donc ce sont des signes avant-coureurs de ce que l'on pourrait nous préparer d'ici quelques mois. Et donc moi je pense que la Cour constitutionnelle ne peut pas se substituer au peuple, contrairement à ce que mon contradicteur dit, en disant que elle a la capacité de réguler, conformément à la loi fondamentale, elle a la capacité de réguler les institutions lorsqu'on se retrouve dans une situation inédite. Mais c'est seulement lorsque cela n'a pas pu être anticipé. C'est lorsque la situation, l'hypothèse dans laquelle on se retrouve à solliciter l'arbitrage de la Cour pour régler cette situation où il faut, comment on appelle ça, réguler les institutions de la République, c'est lorsqu'on n'a pas été en capacité d'anticiper cette situation-là qu'on recourt à la Cour. Mais dans le cas d'espèce, nous sommes tous d'accord, nous sommes tous unanimes que l'hypothèse selon laquelle l'on peut se retrouver dans un vide juridique est plausible. Pourquoi ne pas anticiper avec la mouvance? Non, il vient de dire que l'hypothèse selon laquelle aucun des partis politiques, y compris avec accord de gouvernance,
pourra obtenir les 20% est réel, mais pourquoi Moi, ne pas pas... dit ça, hein, Maître Agbojo. J'ai pas dit ça du tout. Du tout, s'il vous plaît. Mais non. Allez-y, exprimez-vous. Oui, mais sinon, pourquoi vous avez dit que la Cour, dans cette hypothèse, Vous avez émis une hypothèse, et j'ai dit que si elle advenait, oui, le seul juge, ça est la Cour. Et je n'ai pas dit que la Cour se substituerait au peuple, contrairement à ce que dit Maître Agbojo. J'ai dit que le seul juge, c'est la Cour. Et par ailleurs, la Cour en laquelle il ne semble pas avoir confiance. En 2019, il m'a semblé que lors du processus électoral, le parti LD avait un contentieux avec la Sénat. Et c'est même cette Cour qui leur a donné raison, non, pour qu'ils ne prennent pas aux élections. J'ai été interrompu. Est-ce que vous constatez, est-ce que vous constatez que j'ai été interrompu? C'est pour la dynamique du débat. Et c'était nécessaire de vous éclairer. Merci à vous. Et je finirai pour dire. C'est votre opinion. Et je finirai pour dire. Vous savez, c'est un jeu d'esprit. Mon confrère interprète selon ce qui l'intéresse. Quand je fais des hypothèses, en disant que l'hypothèse selon laquelle le Parti Les Démocrates pourrait ne pas avoir 20% dans toutes les circonscriptions est plausible, il ne dit pas que c'est une hypothèse, hein. Il dit que le Parti Les Démocrates reconnaît qu'il ne peut pas avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Quand je dis que les partis de la mouvance avec accord de gouvernance peuvent ne pas avoir les 20%, et dit non, que là, ce n'est pas une hypothèse, je suis en train... Non, vous voyez, il faut qu'on tienne le débat avec sérénité. Moi, je suis dans les discours de principe. Il est de notre responsabilité parce que l'opinion publique nous regarde. L'opinion publique nous regarde aussi bien à l'interne qu'à l'international. Si l'on peut anticiper, si l'on peut endiguer, si l'on peut prémunir les citoyens de violences politiques électorales dès maintenant, pourquoi ne pas le faire? Est-ce qu'il faut attendre que les gens sortent dans la rue parce qu'à Parakou, parce qu'à Cotonou, parce qu'à Porto Novo, ils auraient voté dans les urnes massivement pour un parti à Porto Novo, et parce que à Lokossa, ce parti-là n'a pas 20%, on va exclure tous les citoyens de Porto Novo du vote. C'est ça l'objectif? Est-ce que c'est ça l'objectif visé par le pouvoir de la rupture? Si c'est ça l'objectif, ok, le vin est tiré, nous allons le boire tous. On va conclure avec ce pan-là. C'est une interrogation qui persiste malgré les éclairages des uns des autres, des acteurs politiques, même de ceux de l'administration gouvernementale. Le fait que on s'interroge de savoir, et si, comme par hasard, en 2026, un parti politique, peut-être les démocrates qui sont de l'opposition, arrivaient peut-être à avoir 60% dans toutes les circonscriptions électorales, excepté une seule dans laquelle ils arrivent à avoir peut-être 19,50 et qui se retrouvent recalés. Est-ce que les tensions qui vont être générées par cette disqualification ne pourraient pas être évitées lorsque on pourrait aller à une relecture du cours électoral consensuellement? Pour qu'il n'y ait pas de violence électorale, il faut encore que les acteurs politiques s'élèvent au niveau de leurs responsabilités pour parler à leurs électeurs. Il y a des pays dans lesquels on fait des élections présidentielles à un seul tour. Ou si vous avez 40%, ou même moins, vous êtes élu. N'est-ce pas? J'espère que vous connaissez des pays dans lesquels ça se passe. Mais le Bénin a ses traditions. S'il vous plaît, monsieur Achirou. Oui. Des traditions qui ont vécu à l'aune des textes qui les portent. Et demain, il peut y encore avoir d'autres textes. Mais je vous explique que il y a des pays dans lesquels on fait des élections présidentielles à un seul tour. Parfois, il y a un seuil qui est fixé. Il faut avoir au moins 40%. Dans d'autres pays, il n'y a même pas de seuil. Il y en a en Afrique, il y en a ailleurs. Lorsque vous faites une telle élection, il y a des candidats qui bloquent peut-être la moitié du pays, arrivent largement en tête partout, c'est le premier tour. Et parce qu'ils ne sont pas arrivés en tête dans tout le pays, ils ont échoué. Ça ne disloque pas pour autant leur pays. Si on fait une élection législative, des élections législatives, où des seuils sont fixés, le parti qui réussit à les avoir, c'est bien. Celui qui ne réussit pas à les avoir, il lui appartient de dire à ses militants, la loi a prévu que nous devons en avoir partout. Si on n'a pas partout, on n'a pas de députés. Donc, vous ne laissez pas vos militants, parce qu'ils seraient mécontents du résultat, dire on va faire des violences. Sinon, c'est la responsabilité du parti. Jusque les gens estiment que cette loi trahit l'expression de la démocratie à la base. Lorsque, par exemple, les populations ont voté massivement pour un programme législatif, peut-être à près de 60% du taux de participation, et que parce que dans une seule circonscription électorale où peut-être la mouvance a peut-être des ténors très influents, avec une bonne hégémonie, elle se retrouve être disqualifiée d'être au Parlement. Lorsqu'on fait une élection présidentielle à un tour,
S'il vous plaît, législative. S'il vous plaît, lorsqu'on fait une élection présidentielle à un tour, et qu'on met par exemple le seuil à 40%. C'est la présidentielle. C'est une élection. Ici, on parle de législative. Et c'est l'élection la plus importante d'un pays, c'est l'élection majeure en démocratie. Mais lorsque vous avez un tel mécanisme où un candidat arrive à avoir 40%, parce que le seuil c'est 40%, et qu'un autre a 39,5%, peut-être que celui qui a 40%, c'est le candidat du parti au pouvoir, et qu'un opposant a 39,5%, un autre opposant a 15%, ils vont vous dire que s'il y avait deuxième tour, ils se seraient mis ensemble et ils auraient gagné. N'est-ce pas? Oui. C'est une question de logique, hein, pure. Oui. Celui qui a 40% pourtant a gagné parce que la loi a prévu que c'est lui qui gagne dans ce contexte-là. La même logique vaut pour les législatives. Il y a un seuil, vous le remplissez, vous enlevez des sièges. Vous ne le remplissez pas, vous n'avez pas de siège. C'est la loi au Bénin aujourd'hui. Vous expliquez ça à vos militants. Et vous travaillez sur le terrain pour avoir les minima afin d'avoir des sièges. C'est tout. Donc, il y a tout autre débat, il est vain actuellement. Il est vain selon vous. Tout autre débat sur cette base-là, oui. Il est vain parce que c'est les principes. Restons sur les principes avec Maître Agbojo pour dire ça. C'est 40%, vous gagnez, même si le suivant est à 0,01 de vous, vous gagnez. Il y a un pays en Afrique, le Cap Vert, si mes souvenirs sont bons, il y a peut-être 2 décennies, où une élection présidentielle s'est jouée à 12 voix. Le vainqueur a devancé l'autre de 12 voix. Le pays a passé le cap. Ici, il faut je reviens encore à la charge, c'est que dans 23 circonscriptions électorales, le parti politique là est majoritaire, avec une majorité écrasante. Et parce que dans une seule, parce qu'on parle des législatives, les populations envoient au Parlement leur mandat. Ça compte véritablement dans l'expression de la démocratie à travers le Parlement, qui est le rôle de la politique. Et que parce que ces populations dans une seule circonscription électorale, elles n'ont pas pu avoir 20%, elles sont très proches de 20%, elles se retrouvent être exclues. Parce que la loi a dit, et c'est la loi, la nouvelle loi qui est faite. Il me l'enseignerait, Douralex, c'est l'ex. La loi a dit, et c'est la loi. Demain, elle peut changer. Après, demain, elle peut changer. Mais pour l'instant, la loi dont nous parlons et qui fonde nos développements dit que vous devez avoir 20% partout parce que elle voudrait que vous soyez des partis nationaux, que vous ne négligiez aucune circonscription, aucune commune du pays parce que vous aspirez à administrer tout le pays. C'est ce que dit la loi. C'est son esprit, c'est sa lettre. Donc, il nous appartient de travailler pour que nos partis s'ancrent, conquièrent des militants, fassent des regroupements pour grossir. Et cette possibilité, elle est offerte aussi bien aux partis de la majorité qu'aux partis de l'opposition. Renaud Agbojo, pour vous, 2026, quels sont les enjeux politiques? En 2026, le Bénin est à la croisée des chemins. Et le parti Les Démocrates est un parti de paix. C'est un parti qui a toujours prôné la paix. Et le parti Les Démocrates, parce que le jeu électoral le lui impose, fera tout pour aller aux élections générales avec sérénité, mais surtout en espérant qu'il en soit de même venant du pouvoir en place. Sauf qu'aujourd'hui, vous allez remarquer que nous sommes, je crois, le 26 juillet, ou le 20, et nous sommes à la date d'aujourd'hui. Le 26 juillet 2025. Nous sommes le 26 juillet 2025. Aujourd'hui devait être le jour de démarrage du retrait des fiches de parrainage. Mais est-ce que vous savez que la Sénat a reporté cette date-là? Pour quel motif? Pour quelle raison? Nous ne savons pas. C'est pour la première fois depuis 2016 que le calendrier électoral commence déjà par être violé avant même les élections. La première fois? Oui, c'est pour la première fois. Par le passé. Depuis 2016. C'est pour la première fois. C'est pour la première fois que le calendrier électoral est en train d'être violé déjà. Alors que les partis de l'opposition n'ont aucun représentant à la Sénat. Donc, qu'est-ce qui justifie que la Sénat aujourd'hui reporte la date de démarrage du retrait des fiches de parrainage? Est-ce que c'est parce que les fonds n'ont pas été mis à sa disposition? Est-ce que c'est un problème de logistique? Qu'on nous le dise. Ou bien ce sont les signes avant-coureurs de ce qu'on ne veut pas organiser les élections. Non, qu'on nous le dise. Non, mais vous pouvez vous imaginer que l'on puisse entendre aujourd'hui que la date du retrait des fiches de parrainage a été reportée, mais ça va forcément susciter des interrogations, de la suspicion et de la psychose. Donc, moi je dis aujourd'hui, le parti, les démocrates, est en ordre de bataille pour respecter la loi qui lui a été imposée. Mais en face,
nous voudrons que le gouvernement prenne ses responsabilités et prenne son courage à deux mains pour laisser le jeu démocratique se faire avec la sérénité qu'il faut. Wilfried Ndouedje, pensez-vous, comme certains, que 2026 sera un challenge entre Patrice Talon et Boni Yayi, mais par procuration? Achero, cher ami, la même question. Oh, je reviens. Parce que Oh, je reviens. Oui, allez-y. Monsieur Achero, je vous avais tiqué tout à l'heure quand Maître Agbojo disait que ça va être la première fois que le calendrier électoral subirait des mouvements. Je vous avais souri parce que c'était votre façon de dire qu'il a eu d'autres vies. Lui, nous avons eu d'autres vies. Nous avons eu d'autres vies et nous savons que ça n'est pas du tout la première fois et que le point d'orgue a été même qu'en 2006, un candidat avait écrit carrément pour demander qu'on reporte. Hein. Donc, c'est pas la première fois. Maintenant, depuis 2016, le gouvernement finance intégralement nos élections. Nous n'allons plus chercher de l'argent dehors ou des partenaires pour financer nos élections. Et c'est une avancée remarquable. Si on a fait ça depuis 2016, 2026 ne va pas échapper à cette règle-là. Donc, rassurez-vous, c'est pas du tout une question de moyens, cher Maître Agbojo. Le gouvernement assurera sa mission comme il a toujours fait. La Sénat a son agenda. Lui et moi, on ne travaille pas à la Sénat. Donc, on ne peut pas dire exactement pourquoi la Sénat décale. J'ai lu dans vos organes que c'est décalé. Mais pas plus que Maître Agbojo, je n'ai raison. Mais ils sont un parti. Et c'est eux qui doivent retirer les fiches. Donc, ils peuvent demander à la Sénat pourquoi, au lieu d'en faire un objet de polémique, ils peuvent demander à la Sénat pourquoi vous décalez, quel problème vous avez. Et je suis sûr que le président Saka Lafia va leur répondre. Voyez-vous, donc, il faut être apaisé là-dessus. Apaisé, totalement apaisé. Et 2026, oui, c'est ma question. Ça va être, pour nous, une apothéose, parce que les élections doivent rester une fête. Une apothéose dans le sens que, pour la première fois au Bénin, depuis 90, nous avons eu un président, Mathieu Kérékou, qui a fait 2 mandats et qui, vers la fin, on a soumis le peuple à toutes sortes de tribulations. Les gens qui voulaient rester, on voulait modifier la Constitution. En 2016, on a vécu pratiquement la même chose avec les intentions de tripatouiller la Constitution pour prolonger le bail à la tête de l'État. Pour la première fois, nous allons vivre une élection où le président sortant n'est dans aucune démarche pour rester. Et c'est clair. D'ailleurs, aujourd'hui, plus personne ne lui fait le procès. À l'époque, les gens qui n'avaient pas de sujet disaient non, il veut rester, il veut rester. Plus personne ne fait le procès. Donc, les jeux sont ouverts pour tous ceux qui veulent aller à la succession. Il veut rester, mais seulement qu'il est le seul à détenir. Il veut partir, il s'en va, lui, il ne veut pas rester. Et son dauphin? Ne faites pas de lapsus là-dessus. Son dauphin, c'est un Béninois, assurément, quel que soit le parti dont il proviendra demain. Qu'il soit d'un des partis de la majorité, qu'il soit de l'opposition. Un dauphin désigné par les partis politiques ou désigné par Patrice Talon. Le successeur, oui. Ce sera un Béninois. Oui, un Béninois, justement. Qu'il vienne des partis de la majorité présidentielle ou qu'il vienne de l'opposition, ce sera un Béninois. Et 2026, pour nous, ça doit être, pour nous tous, le moment de dire à ce successeur, nous avons connu 10 ans de M. Patrice Talon, qui a fait de très belles choses, mais il y a aussi des choses perfectibles. Et là-dessus, nous vous attendons sur tel projet pour qu'au bout de votre quinquennat ou de vos 2 quinquennats, le Bénin progresse davantage parce que M. Talon l'aura mis sur orbite. Et ça, je crois que personne ne doute de ça aujourd'hui. Les promesses ont été tenues par Patrice Talon. Globalement, si on regarde le bilan, à l'heure où nous sommes, on peut le dire. Et si vous voulez, parce que vous n'aimez pas trop, et Maître Agbojo n'aime pas trop non plus, je peux vous donner quelques illustrations encore rapides. Rapides. On a déjà parlé de l'eau, on a parlé de l'électricité. On peut parler des questions d'emploi parce que d'habitude, souvent, on nous challenge là-dessus. Ah, j'aime bien. Ah, ça on nous challenge là-dessus. Et je vais vous dire, d'emblée, je comprends la délicatesse. Là, il note encore. Qu'il note bien. Je comprends la délicatesse du sujet. Et je comprends les réactions de nos concitoyens qui, chaque fois qu'on évoque le sujet, ne sont pas d'accord parce que, en matière d'emploi, c'est comme la religion. On ne s'entendra jamais. Si on a créé 1 300 000 ou 1 500 000 emplois et qu'il y a 5 000 personnes qui cherchent de l'emploi qu'ils n'ont pas encore, ces 5 000 personnes considèrent qu'on n'a rien fait. Et de leur point de vue, de leur position, c'est normal. Et ces 5 000 personnes feront plus de bruit que le 1 500 000 qui aurait déjà eu d'emploi. Sinon, si on regarde les chiffres, pour ne pas dire encore que ceux qui sont passés avant n'ont rien fait, entre 2006 et 2016, le pouvoir qui était en place
a créé 37 466 emplois. 37 466. Entre deux, y compris les reversés de 2008, qui sont deux dizaines de milliers à peu près. Entre 2016 et 2023, donc ce n'est pas les chiffres d'aujourd'hui, on était à 56 166 emplois créés, y compris les AME qu'on a reversés. Mais au moment où on arrêtait ce chiffre, on avait 2794 autres à recruter, 1500 dans la police, 796 au niveau de la santé, 300 pour les finances et 100 ailleurs. Et quand on évoque ces chiffres, ça n'intègre pas les 30 000 et quelques qui sont à Glodjigbe. Ça n'intègre pas les 8 000 qui sont à la zone franche industrielle de Sémé. Ça n'intègre pas les milliers d'autres qui travaillent dans toutes les agences et sociétés qui ont été créées de 2016 à maintenant. Ça n'intègre pas davantage tous les Béninois, les centaines de milliers de Béninois qui sont sur les divers chantiers ouverts dans tout le pays et dont tout le monde parle. Ça n'intègre pas, ça n'intègre pas, ça n'intègre pas. Donc, les chiffres, on peut les évoquer, mais on en discutera toujours à raison parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore d'emploi. Et je les comprends. Donc, vous voyez que même sur ce plan-là, si on regarde bien, on a progressé. Mais il reste toujours que ceux qui n'ont pas d'emploi, il faut travailler pour qu'ils en aient. Sinon, ils ne seront jamais d'accord avec nous. Honorable Bodion, votre réaction sur la question de l'emploi? Oui, ben, le problème, c'est que le régime de la rupture parle des emplois qu'il a créés, mais il ne dit pas le nombre d'emplois qu'il a détruits. Parce que quand le régime de la rupture est arrivé en place, il s'est méthodiquement assuré de licencier plusieurs citoyens, aussi bien directement ou indirectement. Ça aussi... Il y avait des arguments. Non, la question d'argument n'est pas là le problème. Ce sont les faits. Je reste factuel. Donc, lorsque vous détruisez 30 000 emplois et que vous recrutez 32 000 ou 35 000, vous n'avez recruté que 5 000 en réalité. Donc, ce n'est qu'un jeu de chaises musicales. Et que dites-vous des admissions irrégulières? Non, avant ça. Si vous permettez, non, la précision. Oui. Déjà, une on fois n'a pas de plus. détruit. On n'a pas détruit. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Une fois de plus. Moi, je pense. S'il vous plaît, on on parle aux Béninois. Oui. On n'a pas détruit 30 000 emplois. J'aurais fini là-dessus. Non, moi, je pense vous aurez votre temps de parole. Bon, si vous me Vous avez votre temps de rassurez. parole. Oui, moi je pense que cette stratégie-là, je la comprends. non, du tout Je la pas. comprends. Allez-y. C'est une stratégie d'intimidation. Non, du tout pas. Alors, moi je voudrais dire ceci. Je vais faire beaucoup plus structuré. Vous savez, la question de l'emploi ne s'apprécie pas au regard du travail précaire qui a été donné aux jeunes. Mais vous savez, c'est le sous-emploi qui amène à parler de emploi donné à la jeunesse au niveau des chantiers par-ci, par-là. Vous allez voir, la plupart des jeunes qui sont là-bas, ils ont des niveaux bien supérieurs à ce qu'ils font. Quand nous parlons d'emploi, quand le Parti des démocrates parle d'emploi, nous parlons de plein emploi. Nous parlons de donner de l'emploi par rapport à la formation qui a été faite. Aujourd'hui, la question de l'emploi doit être appréciée avec beaucoup plus de structuration. Est-ce qu'aujourd'hui, au Bénin, les jeunes qui sortent de l'université ont des formations qui sont adaptées aux besoins du marché de l'emploi? C'est non. Donc, il faut sortir des paradigmes. Il faut sortir des paradigmes. Nous disons aujourd'hui que la question de l'emploi doit être appréciée en fonction des besoins actuels du marché. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et même au Gabon, vous avez une université polytechnique qui forme les meilleurs étudiants scientifiques afin de rompre la fuite des cerveaux à l'étranger. En 10 ans, le régime de la rupture n'a pas créé une seule université. En 10 ans. Alors qu'avant cela, des universités ont été créées au sud, au nord. Le régime du président Soglo l'a fait, le régime du président Mathieu Kérékou l'a fait, le régime du président Boni Yahi l'a fait. Mais en réalité, aujourd'hui, aucune université n'a été créée. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut aller vers le développement des emplois qui sont tournés vers l'innovation technologique parce que c'est ce dont le marché de l'emploi a le plus besoin. Pourquoi aujourd'hui, on n'a pas aidé les jeunes à se prendre eux-mêmes en charge à travers la mise à la disposition, à la création d'un fonds de garantie de l'emploi? Le fonds de garantie de l'emploi permet aux jeunes qui ont des projets structurants à travers les banques pour pouvoir créer, pour pouvoir s'auto-gérer et pour pouvoir
faciliter leur propre prise en charge. Aujourd'hui, on vous dit que, comment on appelle ça, le secteur privé est pourvoir à l'emploi. Non, c'est l'État aujourd'hui qui se substitue au secteur privé. Aujourd'hui, le secteur privé... Comment? Aujourd'hui, le secteur privé est quasiment inexistant. Il n'est pas dynamique parce que vous avez les mêmes sociétés privées qui ont la plupart des marchés publics. On parle de contractualisation. Quand on parle de contractualisation, la contractualisation, ce n'est que le gré à gré. C'est un jeu de mots. Mais la dernière fois qu'on a fait un marché public avec comment on appelle ça, un appel d'offres, mais ça remonte à quand? Ce sont les mêmes sociétés qui ont la plupart des marchés. Donc, quand les mêmes sociétés ont les mêmes employés, mais comment les petites sociétés qui se créent ne vont pas disparaître après quelques années? Donc, nous disons là-dessus que non seulement la question de l'emploi ne doit pas être appréciée au regard uniquement de ce qui a été fait pour des sous-emplois, doit être appréciée de manière globale. Et je finirai pour parler d'une loi qui a été votée sous le régime de la rupture. Je parle de la loi relative à l'embauche, aujourd'hui qui précarise l'emploi des jeunes. Lorsqu'un employeur peut licencier du jour au lendemain un jeune sans même lettre de licenciement, vous pensez que c'est faire la promotion de l'emploi, ça? Merci à vous, Renaud Agbodjo. Vous voulez réagir tout à l'heure et vous allez nous dire dans votre argumentaire, qu'en est-il des lycées techniques promis par Patrice Talon en 2021? Je note d'abord, et je suis heureux, que les chiffres n'ont pas été contestés. Et parce qu'on n'a pas contesté les chiffres, on vous a fait une fausse balance en disant que on a supprimé 30 000 emplois, on a créé 32 000. Non. D'abord, 37 000, j'ai dit, c'est sous la décennie avant 2016. Nous, à date, directement, et emplois créés dans la fonction publique, que ce soit fonctionnaire ou ACDPE, c'est déjà dans l'ordre des 60 000 au regard des chiffres que je vous ai donnés. Et si vous faites le point des emplois qui ont pu être supprimés, généralement, quelle était la cause? Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on prend cette décision-là. Les entreprises n'étaient pas viables, généralement. Ou alors on a fait une réforme, et quand on a fait une réforme, on a toujours eu en souci de s'occuper du volet social. Les gens ont eu leurs droits. Si aujourd'hui il y a encore des gens qui n'ont pas eu les droits, ça veut dire que c'est les dernières liquidations et les procédures sont en cours. Sinon, chaque fois qu'on a été amené à prendre cette décision, on l'a fait. Si vous faites le point, je dis, même si c'est 100 emplois qu'on a perdu, c'est beaucoup. À plus forte raison, si c'est 1000, 2000, mais on n'est pas allé à 30 000. C'est pas du tout vrai. Maintenant, c'est quand même nous qui avons créé l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. C'est nous qui avons encore fait l'Université nationale d'agriculture. Ça, c'est de création rupture. On a créé, a-t-on dit, des universités partout avant. La deuxième université nationale, après Aboubé Calavi, c'est Parakou. Le professeur Dorothée Sosa était ministre de l'enseignement supérieur. C'est sous le président Kérékou. Sous le président Yahi, il y a eu des centres universitaires, c'est vrai, pour rapprocher les universités des lieux. Mais est-ce que les conditions étaient vraiment remplies pour que ce soit efficace? Est-ce qu'il y avait assez d'enseignants pour prendre en charge la formation des enfants? Est-ce que les infrastructures étaient disponibles partout? On a fait des choix de rationalisation et d'efficacité aussi, ce qui explique la situation. Et puis, parlons de sous-emploi. Oui, et au fond, dans notre pays, le vrai débat est là. Tout à l'heure, quand je parlais de création, j'aurais pu aller jusque-là. Parce que je me souviens que vous avez évoqué tout à l'heure Mme Madougou. Elle était ministre à l'époque. Et il y avait déjà une étude qui a conclu qu'au Bénin, le taux de sous-emploi est nettement supérieur au taux de chômage. Le chômage oscille entre 2 et 3%, alors que le sous-emploi est au-delà des 70%. Et c'est le cas encore aujourd'hui. Mais le sous-emploi est dû, effectivement, au fait que les formations ne sont pas toujours pratiques pour permettre aux demandeurs d'emploi d'aller en confiance sur le marché de l'emploi et avoir leurs emplois. Nous avons fait le diagnostic. Nous avons proposé déjà la thérapie. Nous sommes en retard, c'est vrai, sur la construction des lycées techniques et des écoles scientifiques, des écoles de métiers, mais c'est une question de procédure maintenant parce qu'on a mobilisé l'argent. Et le chef de l'État l'a dit formellement à l'Assemblée nationale. 400 milliards ont été déjà mobilisés, donc l'argent est là. S'il n'y avait pas eu des problèmes de procédure, parce qu'on a fait des appels d'offres, le marché attribué, avant de se rendre compte que certains soumissionnaires ont fourni des documents qui
n'était pas sérieux. Et donc, on reprend. Autrement, les chantiers physiques auraient déjà commencé. Pour faire le procès, de faire des contractualisations, allez sur le site de la CIRAT aujourd'hui. Maître Agodjo, même si vous n'êtes pas du secteur des infrastructures, allez sur le site de la CIRAT et vous allez voir tous les appels d'offres qui sont régulièrement lancés pour différents chantiers dans le pays. Le Conseil des ministres ne statue généralement que soit parce que l'État a décidé, le gouvernement a décidé d'aller au gré à gré et la loi le permet, soit parce que la procédure d'appel d'offres s'est avérée infructueuse et pour ne pas perdre du temps, on sollicite du Conseil, conformément à la loi et conformément au Code des marchés publics, d'autoriser la passation en gré à gré. Parce que parfois, vous avez perdu 6 mois, 1 an dans une procédure qui se révèle infructueuse et vous reprenez. Donc, on a fait un choix qu'on assume. Le gré à gré n'est pas illégal, surtout pas. La loi le permet, on l'a fait. Et tout ça, c'est parce qu'on recherche de l'efficacité. Et on n'aurait pas fait ça que tout ce qu'on voit aujourd'hui, qu'on salue. Il y a un bon nombre de projets qui ont été conduits effectivement en gré à gré, mais parce qu'on sait que dans nos pays où tout est à construire, le temps compte. Et il faut que l'État soit efficace en prenant les décisions, mais qu'il assume. Et nous assumons que oui, parfois on a recouru au gré à gré, mais lorsque c'était possible de faire des procédures totalement ouvertes et longues, on les a faites aussi. Vous les avez faites aussi. Merci à vous, Wilfried Léandre Humbedi, Renaud Agodjo. Merci. Vous voulez placer encore une phrase? Je pense que nous avons fait le tour. Voilà, nous avons encore, bien évidemment, beaucoup d'autres aspects à aborder, mais le temps qui nous est imparti est arrivé à échéance. Je compte sur la disponibilité de chacun, peut-être pour y revenir. Un de ces 4, il faut dire vous prenez l'engagement. Avec le même plaisir. Merci à vous. Merci également à Renaud Agodjo de prendre également l'engagement devant les amis internautes. Non, moi, plutôt, l'engagement que le porte-parole du gouvernement a pris, c'est de m'inviter sur le média public la prochaine fois. Vous avez déjà été là-bas. Et puis, vous voyez, tout à l'heure, j'ai voulu être amical. Quand il a fait, je n'ai pas voulu répondre. Parce que Maître Agodjo sait qu'on s'est déjà croisé sur le média de service public, contrairement à ce que les gens disent. Et si demain, les gens ont besoin de son profil là-bas, ils vont l'inviter. Tout à fait. Et ça se fera. Mais j'ai une question, peut-être elle paraît un peu saute à tout un chacun pour conclure. En une phrase, dites-moi, pourquoi le peuple béninois devrait vous croire plutôt que l'autre, Renaud Agodjo, dans tout ce que vous avez développé ce samedi? Oui, parce que, bon, vous savez, à ce genre de questions, on ne peut pas définitivement répondre. Pourquoi le peuple devrait nous croire? Parce que le peuple, nous ne faisons que dire ce que le peuple vit. Nous ne faisons que dire que nous n'avons pas la prétention d'avoir la science infuse, mais je pense que les politiques publiques qui ont été initiées depuis 2016 n'ont pas investi suffisamment dans l'humain. On investit beaucoup plus dans le matériel plutôt que dans l'humain. C'est tout notre débat. Même question, il faut dire nous dire. Bien, je crois que c'est vrai, j'ai le rôle difficile aujourd'hui, mais ça fait partie du chemin. Et je crois que le peuple béninois, que moi je salue parce que c'est un peuple mature et résilient. Le peuple béninois a vu, pour nous limiter à la période du renouveau démocratique, le peuple béninois a vu le mandat du président Soglo, les 2 mandats du président Kérékou, les 2 mandats du président Yahi, et il est en train de finir avec les 2 mandats du président Talon. Le peuple béninois sait qu'entre 1990 et 2016, le Bénin marchait tellement bien que tous nos problèmes ont été réglés. Tout le monde avait de l'eau potable partout, de l'électricité partout. Les écoles fonctionnaient, les hôpitaux fonctionnaient. Mais ce peuple béninois a vu que depuis 2016 à maintenant, le pays se redresse. Vous avez compris que je faisais de l'ironie tout à l'heure. Le peuple béninois sait comparer et il voit les résultats. Il sait que si depuis 2016, on lui demande plus de sérieux au travail, plus d'efforts, c'est vrai et c'est pas facile parce qu'on n'a pas toujours fait ça. Mais il sait désormais que ces efforts produisent des résultats. Et ces résultats, il faut être juste, ce ne sont pas les résultats de Patrice Talon et de son gouvernement seulement. Ce sont les résultats de l'ensemble du peuple béninois. Et il ne faut pas faire injure au peuple béninois de lui dire que ces efforts qu'il fournit avec autant de détermination depuis 2016 ne produisent pas les résultats qu'il voit. Oui, ce sont les sacrifices. Les efforts sont des sacrifices en tout. Les résultats que ce peuple voit, que le monde entier voit au point de dire, le peuple béninois est en train de faire une révolution sur lui-même. Il change sa vie et ça, c'est quelque chose de formidable que le peuple ne demande qu'à prolonger. J'ajouterai une question à vous, particulièrement. Tout particulièrement. Oui. Est-ce que vos opinions sont exclusivement celles du porte-parole du gouvernement ou elles sont teintées parfois de votre conviction qu'on a connue avant 2016? Vous vous appréciez et vous savez très bien que je suis quelqu'un d'intègre. Et si je vous le dis, je le pense.
Merci à vous, Wilfried Léandre Rungwendi. Je rappelle que vous êtes porte-parole du gouvernement béninois. Vous êtes également le secrétaire général adjoint du dit gouvernement. Merci à Renaud Agbodjo, avocat au barreau du Bénin, conseiller juridique du parti politique Les Démocrates, parti présidé par Boniaï, dont vous êtes l'avocat personnel. Vous êtes également l'un des conseils de Rekia Madougou. Merci pour ce moment d'échange. Merci à vous, chers amis internautes, dans lesquels nous n'existons pas. Merci pour l'attention. Merci pour la fidélité que vous accordez constamment à nos différents programmes télé sur ESAE TV. Soyez-en remerciés, je dirais même soyez-en bénis. C'est sûr que peut-être il y a eu des attentes qui n'ont pas été comblées, mais nous prenons l'engagement avec nos invités peut-être de revenir en détail avec des thématiques spécifiques, notamment sur la gouvernance de Patrice Talon, qui sera en débat les 10 prochains mois. Merci à vous, chers amis internautes. On se donne rendez-vous tout à l'heure pour Free Week. Et jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.